When you're starting off with something new, it seems like your to-do list keeps growing. Finding the right tool helps, and that tool is Shopify. Shopify is the commerce platform behind millions of businesses around the world and 10% of U.S. e-commerce. And best yet, Shopify is your commerce expert with world-class expertise in everything from managing inventory to international shipping. If you're ready to sell, you're ready for Shopify. Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/retail. Go to shopify.com/retail. Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast de crime où on prend un bon café entre amis en jasant d'une histoire terrible. Vous avez reconnu ma voix, je serai votre animatrice Audrey et je suis avec mon amie, ma très chère, ma précieuse Catherine. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va. Toi et moi, on a bravé la tempête Oui. pour vous raconter des histoires de crimes. Alors, pour ceux qui ne sont pas au Québec, sachez qu'aujourd'hui, il annonce 45 cm de neige. Et là, on a reçu, je pense, une vingtaine présentement, à 11h15. Mais c'est tout beau, c'est comme de la petite poudrerie qui va dans tous les sens. Oui, vive le vent d'hiver. C'est très féerique. Oui. Je pense qu'on va recommencer Noël. On va se donner des cadeaux de Noël. Ben, j'ai juste de défaire mon arbre, fait que je préférerais pas. C'était toute une aventure. Mais... Oh non! Ouais, c'est long de faire un arbre artificiel, là. Ah, moi, ça va pas être si pire. C'est plus quand j'ai comme échappé les boîtes, puis ils sont toutes tombées en bas de l'escalier, puis ils sont toutes pétées parce que j'ai des boules en vitre. Ah, ben ça, c'est moins le fun. Mais non, moi, c'était transporter les 3 morceaux d'arbre qu'il fallait que je replie puis que je traîne en bas des marches, là. Ouais, non, ça cochonnait à la maison à grandeur, c'est le fun. J'ai laissé mon très cher conjoint faire ça pour moi. Ah, c'est bon. Non, moi, j'étais un lone warrior dans la quête de Noël. Parce qu'on n'a jamais été arbre de Noël, puis là, on s'est dit, avec les enfants, il faut faire la magie de Noël, fait que c'était mon cheval de bataille, là. Mon chum, il voulait rien savoir, fait que je l'ai tout fait tout seul, puis je l'ai tout démonté tout seul. Ah, Kevin était le Grinch. Il était pas mal le Grinch. Oui. Mais non, nous aussi, c'était notre premier sapin de Noël, parce qu'il y avait juste pas de place pour, si vous entendez des petits cris, c'est mon petit chat. Qui veut de l'attention. Comme moi. Alors, oui, c'était notre premier sapin de Noël. C'était ben le fun. Les chats ont été moins fous que ce que je pensais. Oui. Tu les sous-estimes. Ils sont intelligents. Quand même. Mais, alors, c'est ça. Et aussi, on a été brunchés. Alors, on est pleine de patates. Et de café. Et d'énergie. Et d'énergie. Et de sauce hollandaise, je vais dire béchamel. Ouais. Mauvaise sauce. Non, et de sauce hollandaise. Et moi, je suis pleine de grippe aussi. Oui. Alors, j'ai une voix excellente. Une voix jazz, mais c'est parfait parce que ton cas, il se passe à l'époque du jazz. Non, Amnesty Sour, c'est comme avant l'époque du jazz. C'est très old-timey, c'est vieux, mon affaire. Je pensais qu'on était dans les années 20. Bon. Même pas! Ben, avant de dire plus de niaiseries, je vais vous recommander un café à mettre dans vos gueules en écoutant cette belle histoire de crime. Oui. Alors, le café que je vous recommande aujourd'hui, c'est un café qui a été donné à mon père, qui nous l'a donné à nous autres. Fait que mon père est comme le middleman. Oui. Excusez, mon chat vient de faire quelque chose de vraiment gracieux. C'est comme une ballerine. Oui. C'est comme les grands ballets canadiens, Colette. Oh mon Dieu, c'était donc un beau! Wow, hey! Maui, tu peux pouvoir couper ça. C'est incroyable, elle a tellement gracieusement sauté. Oui, c'est parce que... Oui. Il y a une boîte très haute à côté de la table où est-ce qu'on enregistre et mon chat a sauté dedans comme si c'était rien, mais tu sais, avec la position parfaite de renard. C'était très cute. Ça avait l'air d'un Bambi, là. Oui, oui. C'était comme... Non, Colette est très gracieuse. Albert, il est très maladroit. OK, là, t'as les zoomies. T'as des gros zoomies. Alors, le café que je vous recommande aujourd'hui, puisque le podcast n'est pas un médium visuel et vous ne voyez pas mon chat en train de faire des affaires cute. C'est vrai, j'ai oublié de nous filmer. Ah, c'est... Oh, ça s'en fout. Non. Donc, c'est du café donné par un ami de ton père. Exactement. Qui est peut-être Éric Bruno. On sait pas, c'est un secret. Parce qu'Éric Bruno a déjà suivi des cours de pickleball avec ton père. Non, il a juste joué au pickleball sur le terrain à côté de mon père. C'est quasiment la même chose. C'est quasiment la même chose. Oui.
Puis, mais mon père a déjà arbitré un match de pickleball pour Louis Morissette et Jean-Thomas Jobin. Non. Non, m'intéresse pas. M'intéresse pas. Mais il a donné des cours de pickleball à Joe Cormier. Ça m'intéresse. Voilà. Voilà. Alors, le café. Trêve de bavardage de mon père, superstar du pickleball. Mhm. Alors, c'est le café Castrillon. Et le café en tant que tel, oui, c'est Nuestro Refugio, donc notre refuge. C'est un café qui provient de la Colombie. Et il a des notes riches et parfumées, avec une touche de jasmin et d'agrumes. Et là, je vous cite, Wow. Une saveur de notre maison loin de chez nous à la vôtre pour que vous y preniez plaisir avec nous. Quoi? De notre maison, loin de chez nous, à la vôtre? Oui, oui, oui. Mon Dieu. C'est très Il y poétique. a quelqu'un qui se prenait pour un poète, là-dedans? C'est comme Patton Oswalt dans un de ses spectacles à un moment donné qui disait pourquoi les trucs granola, ils ont toujours des affaires vraiment comme trop intenses en arrière, comme oui, ce sont des grains de l'époque de Jésus qui sont amenés aujourd'hui dans vos Oui. assiettes. Oui. Et quand vous les mangez, vous pouvez passer à travers les murs. Littéralement. Quoi? Alors, je répète, c'est le café Castrillon qui provient de la Colombie et le nom du café en tant que tel, c'est Nuestro Refugio. Et aussi, Catherine et moi, si Oui. vous allez sur notre page Facebook, il y a la liste de tous les cafés qu'on vous a recommandés depuis nos humbles débuts. On aime ça, les fichiers Excel, nous autres. Oui, nous, on est très dedans. Vraiment. Même si on n'est pas Capricorne ni une ni l'autre. Joke d'astrologie. Non, j'embarque pas dans les jokes d'astrologie. Je crois pas à ça. On peut aimer les fichiers Excel, même si on n'est pas Capricorne. C'est pour tout le monde. C'est tellement lion, ça. Hey! Alors, vous avez la liste complète de tous les cafés qu'on vous a recommandés depuis nos humbles débuts. Et Ouais. sachez que dans la liste, il n'y a aucun café américain. Ouais. Fait que on était boycottage des États-Unis avant que ce soit cool. Oui. Mais absolument. non, en fait, si vous voulez encourager des petits torréfacteurs d'ici et que vous savez pas trop par où vous y prendre, vous avez la liste complète sur nos réseaux sociaux. Elle est disponible dans notre Linktree. Vous pouvez faire le tour aussi. J'essaie d'upgrader quand il y a des cafés qui sont plus disponibles, mais sachez que souvent, c'est juste la sorte de café qui est plus disponible. Le torréfacteur produit encore en tant que tel, c'est juste le café, mais aussi, vous pouvez toujours aller sur place et parler avec les baristas, dire c'est quoi vos goûts, et les baristas sont disponibles pour vous aider à choisir un café qui devrait vous plaire. Ouais. Alors- C'est littéralement ça leur job. C'est ça va leur leur faire job. plaisir. C'est les sommeliers de la caféine. Oh, c'est bien dit, ça. Oh. Alors, Catherine, maintenant qu'on a de la caféine dans Oui. nos tasses, comme si on n'en avait pas bu beaucoup. On n'en a pas bu tant que ça pour un Non, brunch. juste comme 2 tasses. On a eu Il 2 était tasses pas chacune. très généreux sur le remplissage de tasses de café filtre au resto déjeuner ce matin. Ben, c'est correct. Oui. On a quand même bien mangé. Oui, c'était quand même bien. Alors, aujourd'hui, ma chère Audrey, je vais te parler de quelque chose qui nous a été recommandé sur notre Discord. Mais pas juste sur notre Discord, parce que j'avais déjà commencé à le rechercher avant. Et je m'étais dit, non, ça me tente pas de parler de ça. Et finalement, oui, ça m'a tenté de parler de tout ça. Circle back, circle back. Circle back. C'est une bonne vieille histoire de meurtre et mystère montréalais qui s'est déroulée en 1901 et qui met en scène la célébrissime famille Redpath de Montréal. Redpath de la raffinerie de sucre. Ouh là là. J'arrête pas de dire la sucrerie. Si je dis ça pendant l'épisode, là, tu me rappelleras à l'ordre. là. C'est pas une sucrerie, c'est une Non, raffinerie. une raffinerie. Bon, donc la famille Redpath de Montréal, qui était une famille éminemment riche et puissante au siècle dernier, et qui l'est peut-être encore aujourd'hui, mais sont un petit peu plus low profile, Oh, mettons. ils ont peur des Italiens qui se promènent avec des petits manteaux kaki. Avec des petits manteaux kaki? Des petits manteaux kaki avec un hoodie gris Oui. à vélo. Ah, à vélo. Ceux qui s'appellent comme le frère de Mario. Oui. Et Ok, qui ont... j'ai enfin compris ta joke. Elle avait un long build-up. Ouf, j'étais comme pas sûre. Oh, qui sont les Italiens? Qui sont les Italiens? C'est très général. Est-ce que c'est On dirait un propos documentaire. raciste? Qui Je ne- sont les Italiens? Qui sont les Italiens? Donc, je vais vous parler du mystère du manoir Redpath. Oh! Et mes sources sont un épisode de Dark Poutine, qui est quand Dark même un Poutine. pas pire de podcast. Ben, je trouve qu'ils s'en sont beaucoup améliorés avec le temps. Mais comme, il était bon, c'est juste parce qu'il était vraiment dol au début. Ouais, je trouve qu'ils sont plus round-up maintenant. Oui, ils sont plus, en tout cas. Donc, j'ai écouté un épisode de ça, et aussi un épisode du podcast américain, désolé, qui s'appelle
Stuff You Missed in History Class, qui est un excellent podcast d'histoire si vous aimez l'histoire et toutes les fun facts historiques. C'est vraiment très bon. Il y avait un épisode là-dessus et ma source principale, c'est un site qui a été monté par l'Université McGill qui s'appelle Canadian Mysteries, qui permet aux détectives amateurs à la maison de s'improviser détectives professionnels et d'explorer des mystères à travers des archives pour essayer de, justement, trouver la solution à l'énigme. Oh! Mais là, spoiler, il y a un mystère autour des meurtres du manoir Red Pat. C'est pas si mystérieux que ça, à mon sens, mais le monde a quand même des théories intéressantes. Fait qu'on va en discuter éventuellement. Et le site monté par McGill qui s'appelle Canadian Mysteries, sur le manoir Red Pat, ça m'a donné énormément de documents pour vous étaler tout ce mystère. Finalement, j'ai tiré des informations ici d'un blog pas bon. C'est ça que j'ai écrit dans Un blog pas bon. Un blog pas bon. Non, pour vrai, il y avait un blog où il y avait beaucoup d'erreurs factuelles. J'étais comme, c'est un petit peu mid, ça. Voyons donc. Et aussi, je suis allée sur Reddit, parce qu'à ma grande surprise, il y avait justement des détectives amateurs qui discutaient de cette histoire sur Reddit. Apparemment, il n'y a rien qui est trop vieux ou trop plate ou trop montréalais pour intéresser les détectives amateurs de Reddit. Et le monde avait des opinions très tranchées sur la question. Oh, j'adore le côté très niche de Reddit. Là. Si t'aimes les lampes rouges, il y a un subreddit de gens qui aiment les lampes rouges. Oui, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Alors, notre histoire, laisse-moi mettre la table pour toi. Oui. Peindre le tableau. Nous sommes le 13 juin 1901, dans le manoir de la famille Red Pat, qui est situé dans le Golden Square Mile de Montréal, proche de l'Université McGill. C'est un beau manoir qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Et dans la maison, il y a Peter et Amy, 2 enfants de la famille Red Pat. Leur mère, Ada, est aussi dans la maison. Mais Ada est malade depuis longtemps. Oh non! Alors elle est alitée dans sa chambre. Elle a la COVID. Non, elle n'a pas la COVID, mais elle était alitée de maladies mystérieuses dont nous allons reparler plus tard. Mais donc, on appelle ça une dépression. Non, elle avait comme plein d'affaires. Le monde avait des théories sur Reddit par rapport à ça. Non, elle avait peut-être plus des rhumatismes, puis peut-être, je sais pas, genre de la fibromyalgie de 1901 ou comme... On sait pas trop, c'est vraiment pas clair. Elle avait respiré trop de poussière de sucre. Probablement. Et donc, elle était alitée dans sa chambre, comme à l'habitude. Il y avait aussi quelques servants qui étaient dans la maison, parce que c'est une famille riche, il y avait des serviteurs. Moi, je suis vraiment dans un Agatha Christie dans ma tête présentement. Oui, quand tout à coup s'ouvre à la volée la porte d'entrée de la maison et entre le plus jeune fils de la famille, qui s'appelle Jocelyn Clifford. What? Il est nommé Jocelyn Clifford. Mais c'est pas un nom anglophone, Jocelyn. Non, je sais. Fait que dans tous les podcasts, il était comme Jocelyn. J'étais comme non. Ça, c'est un nom de madame. Ouais, voilà. Donc, Jocelyn Clifford, qui, je vais référer à lui sous son 2e prénom, parce que c'est celui qui était le plus utilisé, Clifford. Oui, j'étais comme là, tu vas donner des idées à des mamans mormones. Jocelyn Clifford. Alors, Jocelyn Clifford, le plus jeune fils de la famille, 24 ans, et plein de beaux cheveux et toutes ses dents, il entre dans la maison en panique et se rue à l'étage vers la chambre de sa mère. La porte claque, on entend des voix, et tout à coup on entend « Pow! 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 » Peter, le grand frère de Clifford, s'élance à l'étage et entre dans la chambre de leur mère accompagné d'une domestique. Et sur le plancher sont affalés le cadavre de la mère Red Pat, Ada, et aussi le corps mourant de Jocelyn Clifford. Oh non, Jocelyn Clifford! Que s'est-il passé dans la chambre? Je sens que tu vas me le dire. Ben non, je te le dirai pas parce que c'est ça le mystère. Ah, c'est vrai, c'est un mystère. C'est un mystère. Try to keep up. Donc, il y a une personne morte, une personne qui va mourir très bientôt. Cette personne, c'est Jocelyn. Jocelyn va être amené à l'hôpital, mais va mourir. Soit dans le transport vers l'hôpital, soit à l'hôpital. Quoi qu'on sait pas s'il est vraiment allé à l'hôpital, ça fait partie du mystère. Mais au final, 2 personnes de l'éminente famille Red Pat sont mortes. Et que s'est-il passé? C'est ce qu'on va s'obstiner à découvrir, et c'est ce sur quoi le monde s'obstine sur Reddit encore aujourd'hui. Écoute, on va participer à la bataille. Un petit peu de contexte. Oui. Notre histoire se déroule donc dans le quartier montréalais qui s'appelle le Golden Square Mile. C'est le carré mille doré, ce que je trouve qui est comme une traduction weird. J'aurais comme inversé une couple de mots là-dedans. Le carré mille doré.
C'est weird. En tout cas, Le carré doré, me semble, ça suffit amplement. oui, on pouvait oublier le 1000 là-dedans, Ah oui. c'est pas très important. Donc, le Golden Square Mile, c'est un quartier montréalais qui est délimité par la rue Dorchester au sud. Est-ce que tu sais c'est quoi la rue Dorchester aujourd'hui? Ou plutôt, c'est quoi la rue Dorchester dans Montréal quand t'es pas dans Westmount? Non, je sais pas. René Lévesque. C'est... Fait que René Lévesque au sud, l'avenue des Pins au nord, la rue Guy à l'ouest et la rue University qui, dans ce temps-là, ne s'appelait pas University, mais je n'ai pas noté le nom. Je suis bien désolée de ne pas l'avoir fait. Et donc, c'est un quartier super huppé qui a été érigé principalement entre 1850 et 1930 par les grandes familles d'entrepreneurs qui ont bâti la ville de Montréal. Avec le main! Toutes les grandes fortunes de la ville, comme les Molson, Oh! puis les Red Pat, Oh! puis peut-être les Desmarais, mais peut-être pas, je sais pas trop. La Mais bière, en tout cas, c'est du surtout des sucre, anglophones. de Hein? la bière, du sucre et des femmes, Nom de Dieu! Oui, exactement. Et donc, c'est un quartier de maisons absolument incroyable que je vous invite à aller visiter aujourd'hui. Si, aujourd'hui, à Montréal, vous allez prendre une petite marche sur le boulevard du Dr Penfield, Oh, ça, vous c'est allez fancy. voir des maisons qui ont été érigées dans l'époque du Golden Square Mile. Il y en a plusieurs qui ont été démolies aujourd'hui, y compris le manoir Red Pat. C'est au point où beaucoup de gens se demandent, il était où le manoir, puis à quoi il ressemblait. En tout cas, on va en reparler. Mais bon, c'est ça. Il y a plusieurs maisons de cette époque-là qui ont été détruites depuis pour faire place à des édifices à condos, pourquoi pas, et des affaires comme ça. Mais donc, c'était un quartier très huppé montréalais. Mais moi, Et- j'aime les vieilles maisons de ce quartier-là qui ont des jardins intérieurs, Oui. ou des grandes verreries, là. Oui. Oh, que c'est joli, ça. Mais il y a des maisons absolument incroyables. Il y en a une sur le bord de Côte-des-Neiges que j'ai remarqué l'autre jour. Parce qu'on remarque toujours des affaires nouvelles, même dans des lieux où on est allé plein de fois. Ben oui. Les maisons auxquelles tu peux accéder par des escaliers extérieurs comme en marbre, là. Oui. Ah, c'est incroyable. Fait qu'il y en a plein dans ce quartier-là. C'est vraiment un quartier de riches. Et c'est un quartier qui est marqué par une architecture vraiment étrange, puis super éclectique, mais en même temps, ça fait un tout assez cohérent. Mais Il y c'est a- comme du victorien qui s'est exporté. Mais j'ai toute la liste Ok. ici, en fait. Oh, il y Ma a du gueule! néoclassique, Oh! du néo-gothique, du roman, du Second Empire et du Queen Anne et du Art Nouveau. C'est quand même un mélange assez elfique. Oui, c'est un mélange très elfique et très distingué. Puis mettons qu'on est loin de le parc olympique. Ouais. Ouais. Le Jean Drapeau, il va comme revenir en fantôme pis être comme « C'est Non. quoi ton problème? » Mais il aurait jamais sacré comme ça. Tellement de disrespect à Jean. Stan Mopsen! Oh! Non, Jean, c'est mon boy, tu le sais, que je le disrespecterai jamais. Et en plus, je crois bien que la maison de Jean Drapeau, du temps où est-ce que le FLQ a fait sauter son sous-sol, là, était pas très loin de ça. Oh. Oups. Ok, donc, voici, j'ai écrit un top 54 des maisons avec les noms les plus épiques, mais en fait, c'est un top 5, c'est pas un top 54. Ça aurait été un petit peu trop intense. Parce que c'est un quartier qui est tellement fancy que les gens donnaient des noms à leur maison. Oh. Puis là, Sylvain. les noms pour les maisons, comme les noms pour les blocs appartements, c'est soit vraiment fancy ou soit vraiment très très pauvre. Oh là là. Dans ce cas-ci, c'est vraiment fancy. Donc, la première maison avec un nom très épique est bien sûr le Ravenskrag. Ah, ça, c'est la maison de Nosferatu. C'est la maison de Nosferatu, mais c'est aussi la maison qui éventuellement est devenue un hôpital psychiatrique. Tu nous as parlé de Ravenskrag, non? Ça se pourrait, oui. Ben oui, quand tu nous as parlé des affaires à McGill, voyons. Oui, J'ai mais inventé mon ça. cerveau, c'est un etch-a-sketch. là. Ah, ok, excuse-moi, t'as oublié ça. Donc, Ravenskrag est une magnifique maison qui ressemble effectivement au château de Nosferatu. Et il y a comme une clôture en avant et beaucoup de terrain et des arbres pour cacher la maison et pour que les gens riches n'aient pas à voir la plèbe qui marche dans la rue. You! Des bas dans tes crocs! Oh mon Dieu, c'est épouvantable! Fait qu'après le Ravenskrag, il y a aussi une maison qui s'appelle Homestead, qui est une maison de style Renaissance italienne, qui est donc comme un gros cube avec des fioritures à l'extérieur. Ah, fait que ça ressemble à un Cheesecake Factory. Oui, exactement, c'est vrai que ça ressemble à un Cheesecake Factory. Donc c'est comme un Cheesecake Factory, et ça dit qu'il y avait une salle de bal de 60 pieds de long par 40 pieds de large à l'intérieur. Wow! C'est les riches. On va pouvoir danser comme dans Des balles. Orgueil et préjugés. Pareil. Tout. Ensuite, ma préférée, Oui, c'était Dilkusha, des couchards. qui est un mot hindou qui veut dire le délice du cœur. Oh là là! Et-
Oui, pour vrai. Et Dilkusha est une autre maison qui est en forme de cube avec des fioritures à l'extérieur. Je pense que... Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, je sais exactement. C'est comme, c'est une maison en forme de cube, puis on dirait qu'au lieu d'avoir mis leur plainte à l'intérieur de la maison, ils les ont mis sur le top, sur le toit. Ouais. C'est ça, c'est comme, c'est un cube, puis ça vers le haut. C'est ça qui énonce le statut des gens qui vivent là. Et donc, il y a rien d'intéressant à dire à propos de cette maison-là, mis à part le fait qu'elle s'appelle Dilkusha, qui est un mot en hindou, et comme pourquoi, parce que c'est clairement pas des personnes indiennes qui vivaient là, fait que genre, je sais pas tout. Mais c'est pas comme dans Citizen King que la maison, elle a un nom hindou aussi. Ben, ça se peut, mais je pense que ça it's giving colonialisme, là. Oh, it's giving very colonialisme quand les Anglais vivaient en Inde dans des grosses maisons. Là. Oui. Puis là, it's giving pas colonialisme, mais plutôt pauvreté en Écosse, parce que la prochaine s'appelle Braehead. Braehead? B-R-A-E-H-E-A-D. Braehead. Et ça a plus l'air d'une taverne en Angleterre, ce qui est comme... C'est quand même ça serait mon mood. Oui, il faut qu'il y en ait qui soient un petit peu plus normal, là, tu sais, dans le lot. Et finalement, la dernière maison dont le nom était vraiment weird, j'ai pas compris pantoute qu'est-ce que ça voulait dire, ça s'appelle Yononte. Yononte. I-O-N-O-N-T-E-H. Rien compris de ce que c'est. Je vais te refaire la blague que je t'ai dit. La personne, elle a nommé sa maison, puis elle est tombée dans un banc de neige, puis la personne qui prenait des notes a fait « Ah, non, ok, oui. Pas de stress. » C'est une maison qui était auparavant sur la rue Peel, Upper Peel, dans le temps qu'il y avait le Lower Peel des pauvres et le Upper Peel des riches, comme toujours. Et c'était proche de Braehead. Et c'était aussi à l'endroit où avant il y avait la maison McTavish, du fantôme de Monsieur McTavish qui glisse en bas des pentes du... Ouais. Qui fait du crazy carpet sur le Mont-Royal. Moi, ma tête est pas trop un Etch-a-Sketch, ce que je trouve quand même incroyable, considérant mes grossesses. Mais ça, je m'en rappelle. Bon, regarde, je me suis rappelé de Monsieur McTavish. Bon. Donc voilà, après le top 54 des maisons du Golden Square Mall, on va embarquer dans ce qui nous intéresse beaucoup. Quand tu mentionnes la maison qui a de l'air d'un pub anglais, ça me fait penser à Dita Von Teese. Oui. Elle avait fait un tour de sa maison qui est disponible sur YouTube et elle a comme un cabanon. Et elle a décidé que son cabanon, c'était un pub irlandais. Puis elle l'a fait décorer en pub irlandais. OK. Comme très authentique. Puis elle a dit comme « Ah, mais tant qu'à avoir cet espace-là, je me suis dit que j'allais le décorer. » Et toute la maison de Dita Von Teese, c'est #goals. Ouais, OK. Je voulais juste... Mais Dita Von Teese, c'est pas une personne terrible qui est comme anti-vax et tout? Non. Ah, j'étais sûre que Je pense que ça mélange avec Kat Von D. 100%! C'est le Von. Ouais, c'est le Von. C'est le racisme des noms germanophones avec Von. Ah non, puis elle a, à côté de sa porte, elle a une chaîne avec son rouge à lèvres accroché après pour qu'elle puisse se mettre du rouge à lèvres avant de partir. Tu pratiques quand même ça? Fait que oui, je pense souvent. Voilà. Tu penses souvent à ça? Oui, si jamais vous entendez des bruits, il y a des déneigeurs qui commencent à passer dans la rue à côté de chez moi. Dans la tempête. Oui. Ils sont perdus dans la tempête. #Québec. Et donc, dans le Golden Square Mall, il y avait des grosses maisons du Saint-Tabarouette. Oui. Et il y avait aussi beaucoup de familles qui avaient des liens assez consanguins. Du style qui se mariaient toujours entre eux et fréquentaient les mêmes institutions éducatives, religieuses et sociales. Et un exemple de ça, c'est que moi, je vais vous parler justement d'une famille, d'un couple, John et Ada Redpath, qui ont eu plein d'enfants. Et Ada, c'est celle qui est morte au début de mon histoire, là, on s'en rappelle, bon. Ben, la sœur de Ada s'est mariée avec le frère de John. Oh! Ouais, c'est des familles qui ont des liens très serrés. On dirait que je trouve ça weird. Je sais qu'il y a comme pas de... Oui, mais c'est weird pareil. C'est un peu weird pareil. C'est quand même très weird. Puis ça, c'est des stratégies matrimoniales qui garantissaient... moins de monde à Noël. Oui, qui garantissaient que tu avais moins de monde à Noël, mais qui garantissaient que les familles du Square Mall pouvaient conserver leur richesse, leur pouvoir et leur statut à travers des mariages, tout en limitant l'accès à l'élite montréalaise. Fait que c'est pas tout le monde qui peut aller à Dilkusha, c'est juste comme les mêmes 3 personnes qui se sont mariées entre eux sans arrêt. Puis aussi, toutes ces personnes-là qui vivaient les unes proches des autres garantissaient un certain niveau d'entraide et aussi un certain niveau de secrecy, donc de secret à l'intérieur des communautés. Donc c'était des communautés très riches et très enclavées qui vivaient toutes entre elles et qui avaient peu à voir avec les personnes à l'extérieur et qui voulaient pas nécessairement faire parler d'eux.
dans ce temps-là, surtout au début des années 1900, c'était aussi très commun pour les familles de se mobiliser pour s'occuper des personnes malades dans leur entourage, ce qui va devenir quelque chose d'important plus tard dans cette histoire. Mais donc, si t'avais une vieille mémère très très malade, tu l'envoyais pas dans un CHSLD ou dans une maison semi-autonome, tu la gardais dans la maison, puis tes serviteurs s'en occupaient, puis ils parlaient pas à tes voisins de ce qui se passait avec ta grande mémère malade. Et donc, il y avait beaucoup d'entraide dans les périodes de difficulté et il y avait un soutien qui était économique et émotionnel garanti aux gens qui habitaient dans ce quartier-là. Et ça créait aussi une certaine loi du silence. Un omerta. Exactement, un omerta. Luc Dion, ça ferait une bonne série. Ouais! Alors, la famille dont je vais vous parler aujourd'hui, la famille Redpath, c'est une de ces familles très fancy qui habitait pas à Dilkusha, mais plutôt dans le manoir Redpath. Oh, oh, oh. La famille Redpath avait une image publique soigneusement scénarisée, une image d'opulence et une image très aseptisée de leur monde. Donc, ils montraient juste les bons aspects, ils voulaient jamais faire parler d'eux de manière négative et faisaient tout en leur pouvoir pour éviter qu'on parle d'eux en manière négative. Le patriarche de la famille s'appelait John James Redpath et son père s'appelait John Redpath. Quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai lu toute la vie de John Redpath et j'ai ensuite compris que c'était pas de lui dont il était question cette histoire-là. Donc, John James Redpath, le patriarche de la famille dont il est question ici, son père, John Redpath, est celui qui a fondé la raffinerie Redpath, qui existe encore aujourd'hui puis qui fait du sucre. C'est ça. Sont arrivés à Montréal en 1816, la famille, et c'est une famille qui a joué un rôle très important dans la vie économique et aussi culturelle à Montréal. Par exemple, le frère de John James Redpath, Peter, c'est lui qui a fondé le musée Redpath. C'est ça que j'allais te demander, leur lien avec le musée Redpath. C'est son frère qui a fondé le musée où il y a une momie. Oui! Bon. Et plein de belles affaires archéologiques. Oui. C'est un musée qu'on oublie volé souvent. Partout dans le monde, un peu comme le British Museum a fait avec plein de patentes à gosses. Oui. Sans doute. Oui! Je suis comme, oui, c'est quoi cette question? Absolument. Ben oui, bien sûr. Mais 100%. John James, JJ de son petit nom, John James, lui, il a pas fondé le musée Redpath, lui, il a fondé les Victoria Rifles, qui est un groupe... voyons, comment on dit ça? Un groupe de tir? Non, pas comme une escouade militaire, mais je veux dire, c'est comme un escadron, là, militaire, là. Oh, comment? Oui. Il est devenu major, fait que lui, c'était un military man, et il a épousé, en 1867, Ada Mills, qui était la fille du maire de Montréal. Oh là là! Oh là là! Et ensemble, ils ont eu 5 enfants, dont voici les noms! Peter, celui qui a trouvé le cadavre de tout le monde tantôt. Vous vous rappelez de lui? Harold. Reggie. Amy. Et Jocelyn Clifford. Pauvre lui! Jocelyn? Oui, son nom est comme par rapport. Ouais, comme... Reggie, c'est clairement le party guy. Non, mais il s'appelle John Reginald, là, Reggie. Là, il est comme... En tout cas, c'est quand même pas pire. C'est moi qui l'ai appelé. Je suis désolée. J'ai donné un petit surnom. Bon. Tu te sentais proche de lui. Le patriarche de la famille meurt en 1884. Puis là, par la suite, c'est... les enfants qui vont s'occuper de leur mère. Parce que, justement, dans ce temps-là, mais c'est ça qu'on faisait. La mère, Ada Maria Mills, la fille du maire de Montréal, est donc la fille d'un maire, qui a été maire pendant juste 1 an et qui est mort du typhus en s'occupant des malades pendant une épidémie de typhus. My God! What a man, what a man, what a very good man. C'est ça. Fait que son père était un maire absolument exemplaire, bien plus que Denis Coderre. How dare you! Je le sais! Tu m'as un peu pris par surprise, j'étais comme... Tu t'attendais pas à ça? Bon, donc Ada se marie avec John James en 1867 et elle a un contrat de mariage très spécial parce qu'elle aussi vient d'une famille très riche. Est-ce que tu t'es correct avec ça? Ouais, non, c'est ce que je me demandais s'il pogne la déneigeuse. Ah, c'est pas grave ça. Le bip-bip-bip, c'est la déneigeuse. La déneigeuse! Donc, elle a un contrat de mariage très spécial, Amy, Ada, parce qu'elle vient d'une famille très riche, et selon son contrat de mariage, elle demeure en pleine possession de toutes ses financial assets. Oh my God, donc, #féminisme. Elle garde toute sa fortune, même si elle est mariée, puis éventuellement, elle va, dans son testament, léguer des choses à sa fille, avec la même clause que si sa fille se marie, elle va quand même rester propriétaire de tous ses avoirs. #féminisme. C'est très #féministe. Et c'est Ada, justement, qui va acheter, elle-même avec ses propres fonds, le manoir Redpath en 1870, dans lequel la famille va grandir. Une femme qui a acheté de la propriété. Une maudite grosse propriété. Là. Mon Dieu, #féminisme avec un F majuscule. Très, très féministe. Wow! Ada, malgré son féminisme,
Une santé chancelante. Ah, mais on peut être féministe et malade. C'est très correct. Oui, sa santé est chancelante depuis longtemps, mais c'est très, très, très vague parce que, comme dans ce temps-là, la médecine n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Ouais, ils ont-tu checké si elle avait trop de sang? Non, ils n'ont pas checké ça parce que c'était après qu'on laisse du sang sortir quand t'étais malade, mais c'était comme avant qu'on comprenne ce qui se passait dans le corps des gens. Donc, il disait qu'elle avait des ulcères des yeux, de la névralgie de la mâchoire, des problèmes de rhumatisme. Donc, elle avait des douleurs au niveau des jointures puis des articulations. Et aussi de la mélancolie. Oh non! Oh non! C'est peut-être la sclérose en plaques? Peut-être, mais c'était aussi avant que la sclérose en plaques existe. Oui. Fait que dans ce temps-là, Oui. personne n'avait. Non, personne ne l'avait. Non. Le contexte de ça, c'est qu'on savait pas vraiment ce qu'elle avait, mais aussi elle avait pas vraiment de traitement, parce que dans ce temps-là, une des pensées qui dominait dans la sphère médicale, c'était ce qu'on appelait le nihilisme thérapeutique, qui était l'idée que les docteurs et les chirurgiens peuvent pas faire grand-chose pour guérir les maladies. Je connais du monde qui sont de même dans la vie. On nommera pas de nom. Mais donc c'est ça, tu sais, c'est comme, elle va voir un médecin puis il dit « Ah ben t'as tout ça », fait que comme, prends du repos, bonne chance avec ta vie. Ah, elle est reposée au bord de la mer. Exactement! Puis justement, Ada avait l'habitude de passer l'été et l'automne dans un sanatorium dans l'État de New York. Oh. Elle était souvent accompagnée par son plus jeune fiston, Jocelyn Clifford. Allez, Jocelyn, allons Allez, dans le Jocelyn. sanatorium. Oui! Amy, sa fille. Oui. Bon, t'en rappelais? Oui. Ok, c'est bon, parfait. Oui. Amy, elle tenait son journal intime de manière vraiment très assidue. Puis il y a beaucoup d'informations sur la famille qui nous sont accessibles aujourd'hui à travers ses journaux. Puis elle a dit dans son journal en 1898, donc 3 ans avant le meurtre mystérieux qui s'est passé au début de l'épisode, que sa mère n'allait pas très bien, n'était pas dans un bon état, et qu'elle disait que la vie est un fardeau pour elle. Oh. Elle était vraiment pas en bonne santé, Ada. Sauf qu'on sait pas pantoute ce qu'elle avait. Et on dit que, rendue à l'an 1900, Ada quittait très peu sa chambre et elle ne participait plus aux réunions de famille, aux célébrations de famille. Elle était quasiment tout le temps alitée et elle était physiquement et surtout très émotionnellement dépendante de ses plus jeunes enfants, Amy et Clifford. Par exemple, une fois, elle s'en allait à son sanatorium de l'État de New York. Oui. Amy et Clifford l'ont accompagnée à la gare, parce qu'elle allait partir avec Clifford. Oui. Et finalement, elle a fait tellement une grosse crise, parce que c'était tellement épouvantable, sa situation, qu'elle a fini par convaincre Amy de partir et de l'accompagner elle aussi. Et Amy est partie sans valise, sans rien. Elle venait juste porter sa mère et son frère à la gare, là. Petit voyage en famille au sanatorium. Non, mais tu sais, elle l'a tellement fait sentir mal de comme la laisser partir au sanatorium que Amy a été comme convaincue de l'accompagner. Elle a même pas pu amener son Kindle. Non, même pas. Même pas une rechange de corset. Fait que c'est ça. Amy et Jocelyn, c'est comme vraiment les piliers de la famille qui vont s'occuper de leur mère. Surtout parce que, ben, Amy, c'est une femme, Jocelyn, c'est le plus jeune. Puis les 3 autres frères, ils font des choses de leur vie, sauf Peter. On va y revenir. Donc, Amy, elle a 16 ans au moment du décès de son père et elle devient, par défaut, la garde-malade de sa mère parce que c'est une femme. Mais ce n'était pas qu'une femme, mais une garde-malade, elle était aussi une poétesse. Oh. Et elle était aussi celle qui gérait tout le ménage et les finances de la famille Redpath. Fait que la personne compétente. La personne compétente de la gang. Bon, hey, ça là, c'est pas fin là. Ok, Peter, c'est pas de sa faute. Peter, c'est pas de sa faute s'il était pas compétent. Peter, c'est le plus vieux de la famille. Il a étudié à McGill, puis après ça, il avait 19 ans, puis il s'est fait diagnostiquer avec la tuberculose. Oh. Ouais, fait que genre, lui, avec, il faisait pas grand-chose. Il avait de la misère à puis il est mort comme 2 ans après l'affaire du mystère de... Parce que la tuberculose, tu vis pas longtemps que ça. Non. Fait que c'est ça. Il y avait aussi Reggie. Reggie, lui, il était dans la cavalerie montée en Alberta. Il a participé à la guerre des Boers. En Afrique du Sud. C'est quelque chose dont on parle pas beaucoup, hein, la guerre des Boers. Non, je sais. Puis là, j'ai noté dans mes notes pas grand-chose d'intéressant à dire sur lui. Non, mais à la part guerre... le fait qu'il a participé à la guerre des Boers avec son régiment et ses chevaux. Mais la guerre des Boers, ce qui est intéressant, c'est que les Canadiens ils ont participé un peu pour dire à l'Angleterre comme « OK, c'est la dernière fois qu'on vous aide, puis après, vous nous sacrez patience. » Puis l'Angleterre était comme « Oui, pas de trouble. » C'est exactement ça qui s'est passé. C'est exactement ça qui va arriver. Puis les Hashtag États-Unis les guerres, ont les flattement grandes refusé de participer. À la guerre des Boers? Ouais. Parce que ça avait pas un nom assez catchy, quand même. Ça, puis pour dire à l'Angleterre comme non, allez chier. Ah ouais, ok, non, ça aussi.
Il mérite. La guerre des Boers, c'est terrible. J'avais lu un livre là-dessus. Oui. C'était vraiment terrible. Ben, peut-être que je pourrais en parler un jour. Bien sûr. Ben oui, je sais pas. Ça sonne comme mon genre d'affaire, ça, la guerre des Boers. Ben, ça n'a pas beaucoup de lien avec le Canada, mais ça explique beaucoup comment ça a commencé l'apartheid en Afrique du Sud. Parce que, veux pas, c'est le point de départ de l'apartheid. Ça, c'est l'apartheid, c'est pas bon, ça. Non, Ça a pas bonne en fait. presse. Non, puis là, comme on a quelqu'un qui a profité de l'apartheid qui s'est acheté le gouvernement des États-Unis. Ah oui, absolument. Hein? Mais il envoyait son cœur aux gens, il faisait pas Oui, le salut oui. nazi. Oui, c'était des cartes de Saint-Valentin là, qu'il a envoyées. Voilà. Voilà. L'autre... Il n'existe pas une vidéo de lui qui dit My heart out to you puis qui fait un cœur avec ses doigts comme ça. Non. Ça n'existe pas, cette vidéo-là. Non, ça n'existe Non. pas. Fait qu'à part de ça, il y avait Harold dans la famille, c'est lui qui vient compléter le portrait. Il sert à rien pantoute dans cette histoire-là, puis il sert à pas grand-chose en général. Je ferais des jokes de ça, mais... Pourquoi? mais il a le droit de servir à rien, qu'est-ce que tu veux? Oui, mais... Il y a quelqu'un qui écoute le podcast présentement et qui comprend la blague. Ah, d'accord. Donc, Harold, il sert à pas grand-chose, puis la seule affaire que j'ai trouvée intéressante à propos de sa vie, c'est que lui et sa femme, ils ont acheté une ferme qui s'appelait Merriman Ferme ta Farm gueule. en 1901. Non. Ils l'ont renommée Bonnie Bray. Bonnie Bray. Bonnie Bray. Je suis pas capable de faire les accents écossais, mais comme ça m'a vraiment fait rire. On peut l'appeler Bon Iver. Bon Iver. Puis là, finalement, ben, il y a Jocelyn Clifford, le plus jeune. Fait que Jocelyn, il a 24 ans, en 1901, quand il y a le meurtre et mystère, et qui va tragiquement perdre la vie. C'est un jeune homme prometteur qui a étudié en art et en droit. Il est aussi avocat, et il travaillait jusqu'à un petit peu avant sa mort pour la firme Campbell, Meredith, Allen et Hoggett. My God, c'est un mouthful. Oui, il a vécu dans le manoir toute sa vie. Et il était très proche de sa mère, bien sûr, parce qu'il passait plein de temps avec, puis qu'il allait, Il allait au de New York. spa ensemble. Oui, puis il passait aussi beaucoup de temps avec sa sœur Amy. Ils faisaient les mêmes activités sociales. Amy racontait dans son journal qu'il allait prendre des marches ensemble, il allait faire du cheval sur la montagne plusieurs fois par semaine. Des rumeurs familiales concernant Jocelyn Clifford disent qu'il entretenait une liaison avec une des domestiques de la maison. Hashtag scandale! Oh mon Dieu! Mais il me semble que c'était pas mal la donne. Ouais, c'était pas mal la donne. Puis il y a des gens qui pensent que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il y a eu le meurtre mystère. Mais en fait, moi, je vois pas le lien. Clifford était aussi responsable de manager la fortune de la famille avec sa sœur Amy, qui gérait le ménage et la maison et le manoir. Et il était très dévoué et attentif à sa mère Ada. Et quand il était un adulte, c'est ça, il accompagnait souvent sa mère, il lui lisait au lit, il lui faisait la lecture. Il s'occupait d'elle à toutes les fois que Amy devait s'absenter de la maison pour aller faire je sais pas quoi. C'est Jocelyn qui s'occupait de sa pauvre mère. Pour aller crier dans le vide. Ouais, Amy? Ouais. Ouais, non, c'est clairement ça qu'elle faisait. Oui, pour aller dans le bois, crier dans le vide 5 minutes, puis revenir après. Ben, comme ça, à la montagne, là, le bois, il est pas loin, Oui. là, quand t'es là, en plus, c'est ça. Il y avait pas de maison dans ce temps-là, on est en 1901, fait que... Elle laisse sa crier, Sur le bord du Mont-Royal, crier, à côté puis du lac après, des Castors. Oui. Voilà. puis après, revenir. Donc, on est de retour au crime. C'est donc le 13 Le juin crime. 1901, autour de 18h, dans la maison familiale, et Peter voit son frère, Clifford, rentrer chez eux. Il dit « Il semblait malade et fatigué, travaillant dur pour préparer ses examens du barreau. Il est monté dans la chambre de notre mère, et quelques secondes plus tard, un coup de feu est entendu, suivi de 2 autres. Alors Peter court et défonce la porte, suivie d'une servante qui s'appelait Rosa Shallow. Ah, ça, c'est un beau nom. C'est un très beau nom. Et en entrant, j'espère que c'est elle qui avait une aventure avec Jocelyn Clifford. Mais en fait, non, parce qu'elle va trouver son cadavre maintenant. Fait que là, il ouvre la porte et il voit la mère, Ada, allongée sur le sol, et à quelques mètres d'elle, Clifford, gisant également dans une mare de sang, avec un revolver à un pied de sa main. Et si je comprenais pas ma note. Comme si un pied, c'était pas une distance. À un pied de sa main. Ouf, Un pied ou une main? Ah, un pied ou une main, distance. ou les deux. La première réaction de la famille, il y a quelqu'un qui est mort. Qu'est-ce qu'on appelle? Ghostbusters! Le médecin de la famille! Aussi. Il s'appelait Dr. Thomas George Roddick. Ça, c'est un nom de docteur. Ça, c'est tout un beau nom de docteur. Et l'affaire, c'est que, par rapport à cette première version-là, faut que je vous dise, c'est une première version. Parce que, selon cette version-là, il y avait seulement Peter dans la maison quand son frère est rentré et est allé se tirer et tirer leur mère, possiblement, ou le contraire, on sait pas. Oh my God, il est rentré comme le Kool-Aid Man. Et dans une autre version, mais il y avait aussi Amy qui était présente à la maison. Mais dans tous les cas, la première chose qu'ils ont fait, c'est appeler le docteur de la famille. Docteur, docteur! Tout de suite, genre le lendemain matin, l'histoire est relatée dans les journaux. Oui. Et dans les journaux, on dit
Madame Redpath était malade depuis un certain temps, elle souffrait d'insomnie chronique et elle était temporairement désorientée. Elle a tenté de se suicider et en essayant de l'arrêter, Jocelyn Clifford aurait été accidentellement touchée. Elle aurait ensuite mené son geste à terme. C'est la version qui circule dans les journaux le lendemain de la tragédie. Oh, mais je veux dire, on peut pas se texter dans ce temps-là comment que Jocelyn serait arrivé en courant tel un héros sur son cheval. On le sait pas, mais on sait pas pourquoi il est arrivé. Mais c'est ça, mais je veux dire, pas convaincu. T'es pas convaincu, d'accord. Cette hypothèse semble plausible parce que Madame Redpath avait demandé parfois à des amis si la vie valait la peine d'être vécue. Comme je t'ai dit tantôt, sa fille a noté dans son journal que pour sa mère, la vie était un fardeau. Fait que, tu sais, on sait que comme c'était pas facile ce qu'elle vivait, puis peut-être qu'elle voulait prendre une porte de sortie. Par contre, si c'était un suicide, il n'était pas prémédité parce que Madame Redpath aurait envoyé des invitations pour un dîner et ses invités n'étaient pas au courant du drame à leur arrivée. Oh, oups. C'est arrivé à 6h le soir, puis elle avait invité du monde à souper, puis ils sont arrivés, puis les domestiques étaient comme « Ouais, non, il est arrivé quelque chose, on va peut-être remettre ça. » On va remettre ça un autre tantôt, OK? Oui. Le souper est pas prêt. Alors, dès que la nouvelle commence à circuler dans les journaux, parce que c'est une famille éminente, tu sais, fait que ça circule dans tous les journaux de la métropole, et le jour même, il y a une enquête du coroner qui se tient. Oui. Et le coroner s'appelle Ed McMahon, et me semble... Ed McMahon! Me semble bien fort que Ed McMahon était aussi le coroner dans l'affaire de Mary Gallagher. Ça se pourrait, oui. Ça se peut-tu? Oui. Me semble que oui. Mais donc, pendant son enquête du coroner, Ed McMahon, il parle à toutes les personnes qui étaient là, sur la scène, qui ont vu la scène de crime. Puis apparemment, il n'y a pas juste le docteur de famille. Il y a aussi 2 autres docteurs qui sont allés voir la scène. Coalition de docteurs. Oui, tout le monde. Et il y a aussi l'oncle des enfants qui est arrivé éventuellement. Il s'appelle Charles Fleet. Il est venu. Fait qu'ils ont fait des témoignages. Et là, leurs témoignages changent considérablement la perception qu'on a de ce qui s'est passé dans la chambre. Selon le docteur Roddick, il a été appelé pour confirmer le décès et il explique aux jurés que la position dans laquelle il a trouvé les corps, selon lui, témoigne d'un scénario contraire à ce que la presse avait véhiculé. Il dit que la façon dont les corps étaient placés, il avait l'impression que c'est Clifford qui avait tué sa mère avant de s'enlever la vie. Roddick connaît la famille depuis 20 ans. Et selon lui, Jocelyn Clifford, il était irresponsable de ses actes ce soir-là, c'est certain, parce qu'il était épileptique. OK. Alors, depuis quand était-il épileptique? Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé auparavant? Pourquoi est-ce que Amy n'en a pas parlé dans ses journaux non plus? Oui. On ne sait pas. Mais donc, le Dr. Roddick dit que selon son évaluation très, très, très professionnelle et compétente, c'est ça qui s'est passé. Ensuite, il y a un autre docteur qui s'appelle le Dr. Patton qui dit que Jocelyn Clifford avait une blessure à la tempe gauche et que la blessure d'Eda était derrière la tête. Il y a, par contre, si on se souvient bien, 3 coups de feu qui ont été tirés. Oui. Fait que là, ça fait 2 trous. Et où la 3e balle, on sait pas. La question des revolvers aussi, on va y revenir plus tard. Ensuite, il y a un 3e docteur qui a un nom incroyable. Il s'appelle le docteur Rollo Campbell. Pardon. R-O-L-L-O. Fait que le docteur Rollo Campbell... Est-ce qu'il goûte le chocolat? J'espère. Et la soupe Campbell. Ouais. Oh, je l'espère. Donc, le docteur Rollo Campbell, il vient dire, oui, moi j'ai vu la même chose que le docteur Patton. Il y avait un trou à la tempe gauche de Jocelyn et un trou derrière la tête de Ada. Et en plus, de surcroît, je dirais, en ma qualité de médecin, qu'il y avait de la mousse sur le bord de la gueule de Jocelyn, qui témoigne d'une crise d'épilepsie. Il a tiré sa mère en faisant une crise d'épilepsie. Oui, en faisant une crise d'épilepsie, il n'était pas responsable de ce qu'il faisait. Détail intriguant, les revolvers. Oui. Selon Rose Shallow, la servante, qui est arrivée en même temps que Peter, qui a le meilleur nom de chanteuse country que j'ai jamais entendu. Rosa Shallow, c'est magnifique. Elle dit qu'elle a entendu les coups et qu'elle s'est précipitée dans la chambre avec Monsieur Peter Redpath, comme on a dit. Elle a vu les 2 corps et qu'elle a vu aussi 2 revolvers. Il y avait 2 revolvers près de Monsieur Clifford, Monsieur Jocelyn, et elle n'avait jamais vu de revolver dans la maison auparavant. Il y a aussi des gens qui, par la suite, ont dit que, quelques jours avant les meurtres, Clifford s'était procuré un revolver, mais là, pourquoi il y en avait 2 dans la chambre? À qui appartenait le 2e revolver? Et de quel revolver provenaient les balles qui ont tué Ada et Jocelyn? On le sait pas. Mais peut-être que Ada avait un fusil, vu que son mari était dans l'armée. Peut-être. Peut-être que lui avait un fusil, puis quand il est décédé, elle l'a gardé. Peut-être. Pour
Defend the family! Peut-être, quand t'es alité dans son lit. Ouais. Pow, pow! Finalement, l'oncle des enfants, il est venu témoigner lui aussi, puis on dirait qu'il est arrivé comme après coup, puis il dit « Quand je suis arrivé dans la chambre, le docteur Rollo Campbell m'a donné les 2 revolvers. » Puis là, lui, il présente les 2 revolvers pendant le inquest du coroner. Tiens, mets tes empreintes digitales là-dessus. Oui, c'est ça, il met ses empreintes digitales. Lèche-le un petit peu. Il savait pas! Non, mais c'était avant l'enquêteur Farah Lajoie, là, il savait pas l'affaire des empreintes. Fait qu'il donne les 2 revolvers, puis il dit « Dans un, il y a 2 chambres dans le barillet du revolver qui sont vides, fait qu'il y a 2 balles qui ont été tirées. Dans l'autre, il y a une balle qui a été tirée. Il y a une chambre vide dans le barillet. Fait qu'il y a 3 balles qui ont été tirées, mais il y a eu 2 coups à la tête, fait qu'il y a où la 3e balle, on sait pas. Lui, l'oncle, n'avait jamais vu ces revolvers-là non plus, et la conclusion de l'enquête, c'est « Ah, mais très évidemment, Jocelyn Clifford a fait une crise d'épilepsie et a tué sa mère. Voilà. » Ça fait autant de sens que « Ah, il est autiste, c'est pourquoi il salue Adolf Hitler. » Donc cette histoire est pleine de grosses incohérences. Oui. Fait que d'abord, il y avait une première version qui était dans les journaux. La mère s'est suicidée, elle a tué son fils. Ensuite, il y a la version du coroner. En fait, non, c'est le fils qui a tué sa mère et qui s'est suicidé par la suite. Dans les registres de la police de cette année-là, en fait, de ce mois-là, c'est très spécifique, il n'y a aucun suicide qui a été rapporté, par contre. On dit aussi que dans les journaux, on dit aussi que, voilà, Jocelyn, il était pas mort quand ils sont arrivés dans la pièce. Là, tous les médecins sont venus constater la scène du crime de whatever, mais Jocelyn, il était pas mort encore, puis ils l'ont emmené au Royal Vic, où il serait mort. Mais le problème, c'est que le registre des patients de l'hôpital ne mentionne pas qu'il a été admis. Le docteur Roddick aussi, le médecin de la famille, selon les journaux, n'était pas à Montréal le soir du meurtre. Ah. Or, il a dit pendant l'enquête du coroner qu'il a été le premier à appeler sur la scène du crime. La police n'a jamais été appelée à travers tout ce processus. Oh, il y a plein d'affaires qui fonctionnent pas. Il y a plein d'affaires qui fonctionnent pas. Je suis vraiment... Je suis juste mêlée. J'ai comme pas de suggestions à faire, autre que comme peut-être qu'ils n'ont pas appelé la police pour justement le côté comme le secrecy dont tu avais parlé au début de l'épisode, qu'ils veulent pas faire un scandale. Oui. Mais là, le médecin, c'est comme oui, j'ai tout vu. Puis après, comme ouais, non, j'étais pas là. J'étais à Toronto. Au revoir. Ouais, non, il était pas en ville. Mais donc, il y a beaucoup d'incohérences, puis c'est ça qui a créé une espèce d'aura de mystère autour de ce meurtre et mystère. C'est pour ça que c'est devenu un meurtre et mystère. Parce que c'est pas clair ce qui est arrivé. Puis la théorie officielle du coroner, comme quoi c'était une crise d'épilepsie et tout ça, semble peu fondée. On sait aussi que par la suite, c'est Amy qui a géré les conséquences du meurtre, en contrôlant, entre autres, l'accès aux informations et en imposant le silence à tout le monde qui aurait pu connaître des informations sur la mort de Jocelyn Clifford et de Ada. C'est Amy qui a organisé les funérailles, et elle a organisé les funérailles et l'enterrement de manière à masquer la violence de l'événement. Les corps ont été inhumés 2 jours après le murder-suicide dans une église évangéliste, Saint John the Evangelist, malgré le fait qu'il y avait un suicide. Il me semble que ça, c'est quelque chose qui, surtout en 1901, aurait comme rendu plus difficile le fait d'inhumer un corps dans un cimetière de paroisse. Moi, je suis pas évangéliste, mais comme... Est-ce que de ce côté-là de la chrétienté, ils ont la même vision du suicide? Je ne sais point. Mais tout ce que je sais, c'est que les corps ont été inhumés très, très rapidement. Oui, comme ça, on pouvait pas faire d'autopsie ni rien par la suite. Comment on va, whoop, whoop, whoop. Et la chose qui est la plus comme incriminante, entre gros guillemets, parce que c'est possible que c'est juste que Amy voulait justement contrôler les informations qui allaient être distribuées au public, puis qui allaient être, tu sais, diffusée par rapport à cette histoire-là. Mais par la suite, Amy, elle n'a laissé aucune trace écrite de la mort de son frère et de sa mère, malgré le fait qu'elle tenait un journal intime de manière vraiment très assidue. Et même dans une lettre à sa belle-sœur, à la femme de Harold, 2 mois après la tragédie, Amy explique qu'elle vient de passer plusieurs heures dans le unpleasant business, dans l'affaire déplaisante de détruire des lettres et de la correspondance. Oh! Ouais. D'accord! Alors, la clé, c'est Amy. Ben, la clé, c'est Amy. Amy a contrôlé par la suite tout ce qui s'était dit. Elle a fait du gros damage control. Du gros damage control pour qu'il y ait juste ça qui sorte. Puis la version du coroner, puis par la suite, on n'en parle plus. Malgré cela, 3 ans après l'événement, une cousine de la famille qui s'appelait Lily Dougal
a écrit une version fictionnalisée de la tragédie du Red Pat Manor qui a été publiée aux États-Unis sous le titre The Summit House Mystery. Et c'était comme un mix de l'histoire du manoir Red Pat et de l'histoire de Lizzie Borden qui avait fait un double meurtre. Oui. Bon, À la hache. À la hache, exactement. Et elle a mixé les détails pour, tu sais, donner une version fictionnalisée de ça. Et ça a vraiment frappé l'imaginaire collectif. Parce que justement, il y avait si peu d'informations qui avaient circulé par rapport à cette tragédie-là. Puis là, tout à coup, on avait une version fictionnalisée. Fait que là, les gens se demandaient de plus en plus qu'est-ce qui est vrai là-dedans puis qu'est-ce qui a été inventé. Le mystère des balles, il persiste aussi. Pourquoi il y a eu 3 coups de feu, mais seulement 2 balles qui ont été trouvées? Il n'y avait pas de balistique, il n'y a personne qui a analysé les empreintes, il n'y a pas eu d'enquête non plus. Et personne ne sait qui a tiré avec quel revolver et qui a tiré combien de balles. When you're starting off with something new, it seems like your to-do list keeps growing. Finding the right tool helps, and that tool is Shopify. Shopify is the commerce platform behind millions of businesses around the world and 10% of U.S. e-commerce. And best yet, Shopify is your commerce expert with world-class expertise in everything from managing inventory to international shipping. If you're ready to sell, you're ready for Shopify. Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/retail. Go to shopify.com/retail. C'est vraiment louche, là. Un facteur qui est intéressant, c'est que Ada avait un testament pas mal cool. Et elle laissait à ses enfants, dans son testament, toute sa fortune, qui était l'équivalent d'à peu près 5 millions aujourd'hui. C'était 179 086 $. Quand même. En propriété, puis en bons, puis en stocks, puis toutes ces affaires-là. Fait qu'il y avait beaucoup d'argent que les enfants ont pu comme se séparer par la suite, sauf Peter, parce qu'il est mort genre l'année après, me semble. Fait que là, comme ça, oups, le tuberculose, c'est rough! Donc, on sait pas trop ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé, avant que je te parle des théories de l'Internet? Honnêtement, je suis vraiment très pantoise. Comme, c'est tellement étrange, parce que moi, c'est vraiment l'idée de Clifford qui arrive comme... qui débarque en panique chez lui. Ouais. Puis, pas longtemps après, comme, il meurt. Je sais pas s'il avait comme reçu une lettre de sa mère, parce que tu dis que Amy, elle a détruit des lettres. Ouais, mais il vivait dans la maison. Oui, c'est vrai. C'était chez lui aussi. Fait que c'est normal qu'il se présente là. Pourquoi il est allé directement dans la chambre de sa mère? Puis de quoi ils ont parlé avant qu'il y ait des coups de feu, on sait pas. Je sais pas. L'épilepsie, moi, je suis comme non, ça n'a pas rapport. Ça n'a aucun rapport. Mais je sais pas. Je suis vraiment très... Je sais pas, on dirait qu'il y a comme pas de théorie que j'arrive à faire dans ma tête, parce que chaque élément que t'as présenté les défait. Oui. Je suis comme, je sais pas, si on était dans Agatha Christie, il y a quelqu'un qui se serait déguisé en prêtre, qui aurait tiré les deux, puis qui serait ressorti par un chemin secret en arrière d'un rideau. Oui. Mais selon moi, la 3e balle, peut-être qu'elle est comme sortie par une fenêtre ou quelque chose comme ça. Parce que je veux dire, dans ce temps-là, il était pas aussi habilité à chercher des choses comme ça. Ben non, puis surtout qu'il y a personne qui a eu accès à la scène du crime, entre gros guillemets, par la suite, puis qu'il n'y a pas eu d'enquête de police, fait qu'on sait pas si la 3e balle était juste logée dans un mur ou dans le matelas. Ou dans le matelas, c'est ça. On sait pas non plus, tu sais, les corps de Ada et de Jocelyn étaient par terre. Oui. Puis elle était alitée habituellement. Ben, fait qu'elle s'est levée de son lit, puis elle était par terre, elle était pas dans son lit. Fait qu'il est pas arrivé dans la chambre, mais de toute façon, elle est morte d'une balle derrière la tête. Ben ça pour moi, c'est pas un suicide. Face dans son lit. Ouais. Fait que ça témoigne plus d'une... Je m'excuse, je trouve ce terme-là tellement violent, mais une exécution. Oui. Qu'elle aurait été exécutée par Jocelyn. Oui. Ouais. Mais comme, je saurais pas dire le motif, parce qu'il était dans le... Je veux dire, il était dans le testament, mais il vivait avec eux. Fait que j'imagine qu'il avait accès à l'argent. Oui. Puis en plus, il avait l'air d'être le préféré, parce qu'il l'accompagnait, puis tout ça. Fait que je pense pas qu'elle a menacé qu'elle allait le couper. Non, il était un jeune homme aussi très, très prometteur. Il venait juste de passer son barreau. Ben c'est ça, en plus, il étudiait, puis tout ça. Fait que... Oui. Puis je veux dire, avoir une aventure avec une domestique, je m'excuse, dans ce temps-là, il y avait tous des aventures avec leur domestique, là, on va 100%. Se le dire, là. Comme... Avec qui d'autre tu vas aller coucher? Comme, allô, là, c'est le classique, là. Il y a une raison pour laquelle c'est un motif qui revient vraiment souvent dans les livres érotiques historiques, là. Ah ouais? Ah ouais. Ah, OK. Ah ouais. Il y a pas ça partout dans Downton Abbey, je suis sûre.
Non, non. C'est jamais non. arrivé dans Downton Abbey. Non, non, non. C'était Fait que, toujours consensuel. 100%. Mais je sais même pas de quoi il avait l'air Clifford en plus. J'ai vu des photos des autres, mais comme j'ai aucune idée de quoi il avait l'air Clifford. Il y avait Fait que- une moustache. Probablement qu'il y avait une moustache. Ouais. Il y avait une moustache. On peut même pas savoir s'il ressemblait à Eric Bruno. On peut décider qu'il ressemble à Eric Bruno. On peut, oui. Voilà. Mais donc, c'est un mystère très mystérieux. Oui. Et c'est un mystère très mystérieux, un petit peu poche, parce qu'on n'a aucune idée, puis on n'aura jamais aucune idée de ce qui s'est passé pour vrai. Amy a emporté le secret dans la tombe. C'est possible que Amy a emporté son secret dans sa tombe. Un dernier élément intéressant, Oui. moi, c'est ça, je suis pas embarquée dans ce train-là. Il y a des gens Chou-chou. qui pensent que... Ok, je vais entrer dans mes théories. Oui. Les théories qu'il y a Je sur t'écoute. Reddit. Je Ok. t'écoute. Amy, Winehouse. quelques années après la mort de sa mère puis de son frère, Ouais. s'est mariée avec le docteur Roddick. OK, ben elle a le droit. Oui, elle a le droit, puis genre, elle était comme vraiment vieille fille à ce moment-là, puis pas selon les standards de l'époque, elle avait genre notre âge, elle avait comme début trentaine. Oh, wesh. Arc! Dans ma C'est tête, c'est genre Julie le Breton. ça. Ouais, non, c'était pas Julie Le Breton, puis comme le docteur Roddick, ça faisait 20 ans qu'il connaissait la famille, il était vieux, lui, là, fait que c'est ça. Bon. En tout cas, ils se sont mariés ensemble, puis bon. Fait que les gens pensaient que c'était... Les gens sur Reddit pensaient que Amy était peut-être responsable d'avoir tué son frère et leur mère. Elle aurait tué leur mère parce qu'elle savait que sa mère était très misérable dans sa vie. C'était donc un mercy killing. Et elle aurait tué son frère parce que son frère était possiblement homosexuel. Mais c'était pas acceptable à l'époque. Hein? Ouais, mais je veux dire, J'ai absolument rien vu. tu l'envoies vivre ailleurs. Mais j'ai absolument rien vu qui indiquait ça nulle part. Mais- Mais les gens sur Reddit, c'est pour ça que moi je trouvais qu'ils mangeaient leur bas quelque chose de rare. Mais en plus, dans les trucs que t'as dit, elle était pas genre avec Peter dans la maison. Oui, mais selon certaines versions, c'était Peter qui était là tout seul, puis Amy était même pas dans la maison. Mais comme, je veux dire, c'est bien le fun d'essayer de trouver des affaires, mais tu peux pas juste inventer des affaires, là. Ben, quand t'es sur Reddit, tu peux inventer des affaires en maudit. Ok, ben Fait moi, que je dis que c'est les extraterrestres. Ok, ben là, les gens sur Reddit, ils disaient que Clifford, il était gay, puis c'était un secret, mais c'est un secret honteux. Fait que Amy a fini par le tuer parce que c'était trop la honte. Non, mais ce que tu faisais, c'est que t'étais un célibataire endurci. Oui. Puis t'avais peut-être pas une aventure avec une maid non plus, je vois pas... Parce que dans la haute société, il y a beaucoup d'hommes qui étaient des célibataires endurcis. Oui. Mais c'est parce qu'ils étaient homosexuels. Mais je veux dire, Ah. surtout quand t'avais une certaine fortune, tu pouvais vivre ce mode de vie-là en secret, là. Oui. Comme les gens dans ton cercle rapproché le savaient, Oui. mais comme quand t'avais de l'argent, c'était correct. Ben oui. Ça date pas d'ailleurs que quand t'as de l'argent, tu fais ce que tu veux. Ben là, quand t'as de l'argent, tu fais ce que tu veux, puis je peux pas croire que si possiblement Jocelyn était homosexuel, on le sait pas ça. Non. Il y a absolument rien qui indique ça, je sais pas en tout où c'est que la personne sur Reddit a inventé ça, mais si c'était le cas, ça m'étonnerait bien gros qu'il était tout seul dans sa gang. Il devait y avoir bien d'autres bourgeois homosexuels dans Ben le oui. Golden Square Mile, là. Ben oui. En tout cas, bon. Donc, une des théories, c'est que Amy aurait tué sa mère et son frère pour contrôler la famille, j'imagine. Il y avait aussi une autre théorie sur Reddit qui était comme complètement insane, qui disait que, ah oui, il y avait une personne. Parce que sur Reddit, il n'y a pas juste des détectives du dimanche, il y a aussi des médecins du dimanche. Ah. Puis il y a un médecin du dimanche qui a dit, ah, c'est très clair que Ada, sa maladie mystérieuse, c'était le syndrome de Sjögren. S-J-O-G-R-E-N. Sjögren, qui est une maladie auto-immune qui peut, dans un cas très très rare, mener à la psychose. Et donc, dans un état psychotique, elle aurait tué son fils Jocelyn pour ensuite se tirer une balle en arrière de sa propre tête. Oui, mais comment tu fais ça? Puis en plus, les revolvers, c'était pas précis. Non, Fait que... pas grave. Bon. À part de ça... Refusé! Ok, bon, ben là, il reste 3 autres suspects à considérer. Je vous écoute. Ok, bon, il y a Peter Redpath, le fils tuberculosé. Oui, Il aurait tué sa famille pour... avec sa tuberculose. 100%. C'est comme ça que mon fils m'a donné la grippe il y a 2 Ah jours. oui. Parce que j'appelais au 811 pour savoir s'il était correct parce qu'il faisait de la fièvre, puis il m'a toussé dans la bouche. Oh non! C'est pour ça que j'ai pogné la grippe. Ah.
C'est ça. Fait qu'il a sûrement fait ça, Peter. Mais non, c'est ça. Selon les internets, on pourrait aussi considérer comme suspect Peter, le fils le plus vieux, le docteur Thomas Roddick, qui a éventuellement marié Amy, et aussi Rosa Shallow. Et une des motivations possibles pour le meurtre serait avoir de l'argent, se venger de quelque chose, couvrir un vol, dans le cas de la servante, gagner de l'indépendance par rapport à la mère, peut-être cacher un secret, peut-être se protéger soi-même ou protéger les autres, ou peut-être blesser quelqu'un par haine ou par jalousie. Il y a des limites. Les gens sur Reddit étaient complètement insane. Fait que, si on résume ça, d'une manière qui a un petit peu plus de bon sens, les gens disaient que possiblement tout ça avait été orchestré par une tierce personne qui voulait voler l'argent de Ada Redpath ou se débarrasser de Clifford parce qu'il cachait quelque chose d'absolument terrible et que ça allait faire honte à la famille. C'est ça. Je veux dire, je peux croire à l'argent puis cacher un secret, mais comme le médecin, ça commence à être très tiré par les cheveux. Mais le médecin, il n'a rien à voir là-dedans. Mais c'est ça, je suis comme... Mais je veux dire, il était pas sur le testament, même si ça faisait longtemps qu'il connaissait la famille. Oui, mais il s'est marié avec Amy 5 ans après, genre. Ouais, mais 5 ans après, je veux dire, ça peut vraiment juste être du compagnonnage aussi, de comme, ma vie achève, fait que je vais comme marier quelqu'un juste pour avoir quelqu'un, puis pouvoir y laisser mes affaires, puis avoir quelqu'un qui va s'occuper de moi. C'est tellement pas romantique, ton affaire. Hein? C'est tellement pas romantique! Je sais. Bon. Ouais, fait que tu crois pas à ces suspects-là? Ben, le médecin, non, là. Non. 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 Parce qu'en plus, il était pas là. Non, en plus il était... Ben, selon les journaux, il était même pas en ville. Mais c'est ça, il était même pas en ville, puis attention, là, le métro, dans ce temps-là, ça existait pas, là. Il peut pas arriver en 10 minutes, là. Non, c'est ça. Quoi? J'arrive! Je suis à Toronto, j'arrive, je saute sur mon cheval, j'arrive dans 2 semaines. Voilà. C'est comme... Donc, c'est ça. Le médecin s'est refusé. Oui. En rétrospective, on n'a pas les meurtres et mystères qu'on avait. Puis c'est vraiment pas un mystère tant mystérieux, à mon sens. Si je puis... Oui, tu puis. Vous offrir ma théorie. On t'écoute. Moi, je pense que ce n'est pas pour rien que la première version qui a transparu dans les journaux, c'était que la mère avait tué son fils et s'était suicidée. Et qu'ensuite, avec les témoignages pendant l'enquête du coroner, c'est cette version-là qui a changé énormément. Je pense qu'il est très possible que la madame, qui avait l'air d'avoir une vie absolument misérable, a effectivement décidé de mettre fin à ses jours et que son fils a essayé de s'interposer puis qu'il est mort accidentellement. Et que par la suite, sa fille, qui voulait justement contrôler l'image de la famille et l'héritage de sa mère, a décidé que la version officielle qui allait transparaître de tout ça, c'était pas que sa mère s'était suicidée et avait tué son frère. Mais plutôt que son frère, un jeune homme complètement fou braque, on sait pas ce qui arrive aux gens, non, avait décidé de tuer sa mère pour aucune raison. Parce qu'il était épileptique. C'est ça. Non. Moi, je pense que la version qui était des journaux à la base, c'est pas mal la version qui était la plus probable. Puis c'est ça, tous les éléments qui sont contradictoires, ils apparaissent dans l'enquête du coroner, puis ça, je pense pas que c'est un hasard. Je pense que l'enquête du coroner, c'était la version très, très léchée que la famille a décidé de mettre de l'avant, en après que ce soit consulté entre eux. Ce soit consulté, en faisant appel à, justement, leur médecin de famille, leur ami de famille depuis 20 ans, et d'autres médecins qui étaient amis avec la famille, et leur oncle, pour, justement, construire puis étoffer cette version-là qui allait être présentée. C'est vrai que c'est pas anodin que le médecin était un ami de la famille. Non. Qui avait comme... Puis il était peut-être même pas en ville. Ouais. Ah non. Je pense que ta version à date, c'est celle qui me fait le moins sourciller. Ben, c'est ça. Moi, je pense que c'est très clair ce qui s'est passé ici. Je veux dire, elle avait une vie absolument terrible. Ben oui. Eda, puis elle était en souffrance ben oui, sans arrêt. Peut-être que, justement, la correspondance qu'elle a détruite, c'est la mère qui dit qu'elle va passer à l'acte, tu sais. Ouais. Puis que peut-être que lui, il est arrivé en panique, justement, parce que, comme, les lettres étaient de plus en plus inquiétantes. Oui. Puis il voulait la convaincre de pas faire ça. Don't do it. Non. Je pense que c'est pas pour rien, justement, qu'il était pas mort sur le coup puis qu'il a été transporté à l'hôpital. Parce que c'est un accident. Parce que c'est un accident, oui. Mais pourquoi le trou d'entrée sur sa mère, par contre, c'est en arrière de la
Peut-être. Moi, je pense pas que c'est vrai. Ah, Ben, il y a pas eu d'enquête de la police! C'est les docteurs qui ont dit ça pendant l'enquête du coroner. Ah. La police est jamais venue voir ce qui s'était passé sur la scène de crime. Ouais, puis dans ce temps-là, c'était pas... Moi, je pense qu'il y a bien des chances que c'était le contraire. Blessure sur la tempe pour Ada, Ben oui. puis blessure derrière la tête pour Jocelyn. Oui, comme en struggle. Puis... Oui. Ouais, non. Je pense que ta version fait le plus de sens. Ben, c'est ça. Fait que moi, Putain. je lisais tout ça, puis j'étais comme, ben, il me semble que la vraie explication, tu sais, c'est ça l'affaire. Ben, Quand il y a des Occam's mystères- Razor. Occam's Razor, Oui. c'est toujours l'affaire la plus simple, puis ta version, à date, c'est la moins foubraque. Ben, c'est ça. C'est celle qui fait du sens. Mais c'est parce que c'est intéressant, tu sais, ces affaires-là, on voit à quel point c'est comme le mystère de qui a tué John Benet Ramsey, tu sais, c'est tellement le fun d'aller à la spéculation grandiose, puis de se dire, oh mon Dieu, c'est un complot international de tout le monde qui a cover-up telle affaire, puis oh là, mais souvent, l'explication est beaucoup plus banale, puis ça fait beaucoup moins... C'est beaucoup moins accrocheur. Ouais, c'est moins sexy. C'est moins sexy. Là, je pense que c'est Ben, c'est juste... ça, c'est- Amy a voulu couvrir la honte Du suicide. du suicide. Parce que, comme, honnêtement, ça, je pense que c'était pire que d'avoir une personne homosexuelle ou d'avoir une Oui. personne qui avait une aventure avec une domestique. Ouais. Parce que ça aurait été comme, oui, nous aussi, oui, nous avec. Oui. Tu sais, Ben mon oui. oncle, célibataire en dur, c'est ça. Ouais. Puis ouais, cet enfant-là, là, qui ressemble pas pantoute à son père, ouais, Mhm. c'est parce que, ouais. C'est parce que, ouais. Parce que, ouais. Mais c'est parce que, t'imagines-tu, sérieux, là, il y a aussi, tu sais, toute l'affaire que c'est une société qui est vraiment insulaire. Tu sais, n'importe quoi de ça sort dans les journaux. OK? Ouais. Clifford couchait avec une servante, Clifford est homosexuel. Le peuple, il s'en sacre. Complètement. Tout le monde s'en sacre, puis tous ces gens-là, c'est pas des gens qui sont en politique, c'est pas des gens qui ont besoin de, tu sais, de protéger leur image à ce point-là, c'est des gens qui ont besoin de protéger leur image parce que ils sont à la tête d'une grosse fortune. Amy était elle détenait la majorité des parts dans les raffineries Red Pat, là, à ce moment-là. Donc, ils sont à la tête d'une grosse fortune, puis c'est des gens d'affaires. C'est pas des personnalités publiques, on s'en sacre si Clifford était gay ou s'il avait couché avec une servante, tu sais. Mais par exemple, le stigma associé au suicide, ça, c'est quand même quelque chose qui est gros. Puis c'est quelque chose qui est gros même à l'intérieur de leur société à eux. C'est quand même une honte dans leur société de personnes riches et très enclavées. Non, c'est ça qui fait du sens. Ben, moi, je trouve que c'est ça qui fait du sens. Fait Ben qu'au oui. final, j'étais comme un peu point. Tout le monde le présente comme un grand mystère. C'est incroyable, personne pourra jamais comprendre ce qui s'est passé. Mais je pense que c'est probablement ça qui est arrivé. Puis qu'avec nos lunettes de 2025... Et, je veux dire, on peut déconstruire le stigma par rapport au suicide. C'était quand même une femme qui avait des circonstances de vie qui étaient très difficiles. Ben oui. Ben oui, puis qui a enduré, tu sais, qui a été malade pendant toute sa vie, là. Son mari, dans des correspondances, après leur voyage de noces, a parlé du fait qu'elle avait eu besoin de se reposer pendant comme une semaine après avoir fait une trek de cheval, là, en travers l'Italie ou je sais pas quoi, là. De comme, oh, ma femme est fatiguée, elle va se reposer. Ça faisait très longtemps qu'elle était malade. Ça faisait très longtemps qu'elle avait mal, puis elle avait eu 5 enfants à travers ça, à travers son corps maladif qui avait mal. Pauvre madame. Pauvre madame! Mais oui, puis en plus, dans ce temps-là, qu'il y a rien là, pour te soulager. La médecine n'était pas assez avancée pour ça. Ben non, puis les médecins ils pensaient que, oui, c'était pas important de soulager les gens. Non. Puis là, ben, bonne nouvelle, les gens aux États-Unis, maintenant, c'est cette médecine-là qu'ils vont avoir. Oh, mais c'est génial! Ah! On est retourné à la bonne époque. Oui, vous allez vous faire saigner! C'est super! Et boire du lait pas pasteurisé. Donc voilà, c'était le mystère du manoir Red Pat. Des mystères pas tant mystérieux. Ben moi, je trouve que c'est pas tant mystérieux. Comme Je trouve ça intéressant. Ça donne un coup d'œil assez particulier dans une espèce de classe sociale montréalaise qui existe encore. Oui, t'sais. oui. C'est ça. Il y a encore ces gens hyper riches qui qui restent entre eux, Oui. qui maintiennent leurs liens, dont on parle pas vraiment à l'extérieur, qui travaillent beaucoup leur image publique et tout. On a encore ça. Fait que ça, c'est une belle incursion dans cette réalité-là à l'époque. Puis j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir aller retracer justement leur vécu à travers des correspondances, puis des documents d'archives et tout. Fait que je voudrais faire un gros shout-out à Canadian Mysteries de l'Université McGill. C'est vraiment cool comme site web. Ils ont fait un travail exceptionnel de tout colliger cette information-là, puis la rendre disponible pour le grand public sur Internet. Oui, puis j'avais utilisé ce même site Internet-là pour mon cas sur la disparition de Tom Thompson, qui est disponible sur notre Patreon. Ha ha ha, je vous vends notre Patreon. Ah ah ah, plug de Patreon! Ouais, mystère de Tom Thompson qui était pas tant mystérieux non plus qu'on avait trouvé.
Non, ben c'est ça, c'est souvent ça, tu sais. Il était sous, il est tombé ton canot. Voilà, C'est mais vrai, hein. je sais pas, nous, on a peut-être pas le flair du sensationnalisme comme ils ont aux États-Unis, là, parce qu'il me semble que les mystères américains sont toujours beaucoup plus mystérieux que ça, puis dès qu'on propose une suggestion qui est plus rasoir d'Occam, ben, on se fait revirer de bord sur Reddit et les autres forums du genre, là. Mais c'est parce que, tu sais, c'est bien le fun de s'improviser détective, puis là, au moins, ici, c'est comme des cas qui datent un peu, fait que tu sais, on peut se fabuler un peu plus, puis on peut se dire qu'il y a peut-être un peu moins de conséquences avec ça, mais c'est parce que je pense qu'au final, il faut quand même se rappeler que c'est des vraies personnes. Bien sûr! Puis comme un peu s'amuser à essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé, ben des fois, je trouve que c'est un peu irrespectueux, surtout quand on arrive avec des cas plus récents comme John Bennett. Je veux dire, c'est une vraie fillette qui a été tuée, puis sa famille, ils sont encore en vie, là. Puis... sauf sa mère. Sauf sa mère, mais je veux dire, quand on part sur des élucubrations comme ça, mais ça peut avoir des conséquences. Oui. Puis je veux dire, les vraies personnes ne sont pas des personnages de fiction, là. C'est correct d'essayer de deviner qu'est-ce qui se passe à la fin d'Inception, parce que c'est pas des vraies personnes, mais comme quand on est comme « Ah, qu'est-ce qui est arrivé? Juste surprenant », c'est des vraies personnes. Faut quand même respecter certaines limites, puis je pense que le rasoir d'Occam, ben c'est respecter ces limites-là. Oui. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de faire ce mystère-là, même si c'était, comme j'ai dit, pas aussi mystérieux que ce que je pensais, parce que, veux pas, on aime ça spéculer. Oh, oui. Mais justement, habituellement, les cas, surtout les cas que toi tu fais, sont plus récents, puis il n'y a pas place à la spéculation, parce que justement, on est trop collé là-dessus, ce serait vraiment déplacé, ce serait irrespectueux. Puis je lisais des théories sur Reddit, puis je me disais, mais absolument, pourquoi vous faites toutes ces théories-là sur, tu sais, la vie sexuelle de Jocelyn Clifford? Là, j'étais comme... Avec zéro preuve. Non, il y a absolument rien qui a suggéré ça, il y a absolument rien qui suggérait non plus que Amy avait tué sa mère et son frère. J'étais comme, mon Dieu, c'est très irrespectueux pour la mémoire de cette femme-là, qui a été quand même une femme importante à Montréal, une grande poétesse, comme je l'ai dit. Non, mais c'est ça. Ben moi, je trouve que c'est une figure impressionnante. C'était une figure impressionnante. Qui était à la tête de ses finances, puis qui a géré tout ça. Oui. Puis elle est restée à la tête de ses finances aussi après son mariage avec le docteur, parce que justement, sa mère avait inclus cette clause-là dans son testament, en léguant des biens à sa fille. Fait que je trouve ça encore plus irrespectueux de, comme, salir l'image d'une femme qui est, comme, franchement assez impressionnante. Oui. Mais, tu sais, c'est comme tu disais, les mystères qui n'en sont pas, qui sont tellement plus sensationnalisés aux États-Unis, c'est comme Chris Watts. Il y a tellement, et comme pour vrai, là, tellement de femmes, présentement, qui sont chronically online, à essayer d'innocenter cet homme-là, à dire que non, c'est elle qui a tué leurs enfants, lui, il a rien fait, regardez-là, il est tellement beau, il peut pas avoir tué ses enfants. Ça m'écoeure. C'est ça que j'allais demander, si c'était le trou de pète fini qui avait dit que c'était sa femme qui avait tué ses enfants. Ça m'écoeure, là. C'est dégueulasse. Puis c'est vraiment le fait que c'est des femmes qui défendent cet homme-là, là, qui a... Pour moi, c'est même pas un mystère. Il a tué sa femme, il a tué ses enfants, d'une manière brutale, cruelle. Puis il y a des femmes présentement là qui sont en ligne à envoyer des lettres pour essayer de faire innocenter cet homme-là. Mm-hmm. Il y a tellement de choses que tu pourrais faire de ta journée. Là. Mm-hmm. Puis toi, tu fais ça. Oui. Comme, tu pourrais fumer des battes puis faire du scrapbook puis être plus utile pour la société. 100%, mon Dieu, ce serait très utile pour la société. Oui. Tu pourrais fumer des battes, faire de la poterie, comme Seth Rogen. Oui. Faites ça. Vraiment. Faites des bongs en poterie. Mais ça, c'est... Tu sais, je veux pas dropper des statistiques downer qui vont faire fâcher les gens, là, mais les personnes qui tuent leur famille, là, les family annihilators, 98% des hommes. Oui. C'est ça. Excusez, je pense pas que l'histoire de Chris Watts tombait dans le 2%, surtout pas parce qu'il y avait un historique d'adultère, il voulait quitter sa femme, il était pas capable. Non, c'était un grand enfant narcissique, puis elle était enceinte quand elle est décédée aussi. Oui. En tout cas, non. Non, c'est ça. Faites d'autres choses de vos journées. Fait que voilà, c'était un beau mystère. Oui, merci. C'est super intéressant. Merci! Allez regarder les jolies maisons, allez vous promener. C'est très beau. Puis finalement, j'avais pas d'autres notes sur le manoir Red Path, mais je sais que le manoir n'est plus des nôtres. Oh, il n'est plus des nôtres. Il ne boira plus sa bière comme les autres. Mais non, c'est ça, ça a été détruit, puis maintenant c'est une tour à condo. Pour vrai.
Puis je n'ai pas noté l'adresse, je suis vraiment désolée, mais je vais pouvoir le checker parce qu'il y a des photos quand même qui existent, des vieilles photos du vieux temps sur Internet de ce manoir-là. Mais c'est ça, de nos jours, c'est une belle tour à condo dans le coin du ghetto de McGill. Fait que c'est super. Ouais, c'est Ils sont génial. toutes millennial grey. Vraiment, c'est ça. Mais écoutez, faites-vous une petite promenade, allez vous chercher un café. Il y a beaucoup de bons cafés dans ce coin-là, dont le café Myriade. Ah, c'est vrai, il y en a un dans ce coin-là. Oui. Il y en avait un dans Westmount aussi. Oui, il est proche du musée, le café Myriade. Allez prendre un café, Ouais. allez vous promener dans le coin, voir les très jolies maisons. Il y a un parc à chiens aussi dans ce coin-là, puis c'est tous des personnes riches qui vont là, fait que leurs Oui. chiens sont comme vraiment très beaux. Ben oui. C'est tous des chiens très bien dressés aussi, parce que c'est des personnes riches. Des chiens qui font des concours de chiens, Ouais. là. Voilà. Oh, ils sont tous le poêle, là, il y a comme pas un poêle qui ressort, Des là. concours de cohérence de race. Ouais. C'est une vraie chose, ça, si Oui. vous n'étiez pas au courant que ça existait. Des concours de cohérence de race pour les chiens de race. Ouf, Alors, ça m'a fait rire quand j'ai appris l'existence ouf, de ça ce m'a fait concept. Ouf! Alors là-dessus, merci tout le monde d'avoir été des nôtres pour ce nouveau meurtre et mystère signé Catherine, notre incroyable historienne à Un peu de crime dans ton café. Et si vous voulez nous encourager, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook @un peu de crime, sur Instagram @un peu de crime dans ton café. Et nous avons une boutique Etsy. Oui, si on vous a ça. aimeriez vous gâter, etsy.com/un peu de crime dans ton café. On a des maudits beaux chandails avec... je vais essayer de faire des nouveaux Stade Mopsin? designs cette année, oui, dont Stade Oui. Mopsin. Ok, le monde nous l'a demandé, Stade Mopsin. Oui. Je vais essayer. La je vous fierté de jure. Montréal. On veut Stade Mopsin. On veut Stade Mopsin. Jean Drapeau le veut. Jean Drapeau va revenir à la vie pour son t-shirt. Oui. Donc, etsy.com/un peu de crime. On peut-tu avoir un chandail de Jean Drapeau? Après notre chandail de Paul Rose? Y S'il a-t-il vous plaît. des gens qui veulent ça? Un chandail de Jean Drapeau? Je peux t'en faire un pour toi, mais y a-t-il des gens qui veulent Jean Ah, Drapeau? je sais pas. Mais je préférais un chandail de Pax Plante si tu m'en fais un chandail de vieille personne blanche De de vieilles Montréal. personnes. Oui. Mais là, ça me dérange pas, mais c'est parce que souvent quand les gens disent oui, je le veux, quand il sort, personne l'achète. Ouais, mais ça nous coûte rien de le Je mettre sur notre sais. boutique. Ça nous coûte juste l'effort que ça te prend de faire le dessin. Ça coûte mon temps. Ça coûte ton temps. Voilà. Bon, puis le temps, c'est de l'argent. Alors, c'est ça, mais écoutez, vous nous le direz, puis on examinera la situation. Ah, il y a une personne. Oui, il y a une... Non, je levais la main pour que t'arrêtes de parler. OK. Ok! Non, je voulais juste vous dire aussi que si vous nous aimez, on vous invite à aller sur Apple Podcast pour nous laisser un bel avis de 5 étoiles pour balancer tout le monde qui sont vraiment fâchés contre notre matériel puis qui nous donnent des 1 étoile. On est un podcast polarisant, c'est ce que j'ai constaté dans les dernières semaines. Alors, si vous nous aimez, c'est ça, allez nous encourager en nous donnant une bonne note sur Apple Podcast. Ça va nous permettre de monter dans les charts Short. et d'atteindre de nouveaux horizons et de la nouveaux publics stratosphère. et de se monter un beau grand bateau. Puis si vous nous aimez pas, allez donner 5 étoiles à votre podcast préféré, parce qu'il y a Au assez Joe de Rogan négativité Experience. dans le monde. Ah oui, 100%. 100%. Et si vous nous aimez et que vous aimeriez nous voir continuer de fleurir dans notre passion, vous pouvez aller sur notre Patreon et nous encourager monétairement On continue de fleurir dans notre patio. dans notre passion. Qu'est-ce que c'est ça? Passion. Ben oui, mais c'est quoi cette expression-là, fleurir dans notre passion? Il y a juste toi ici qui peux faire de la poésie. Ah, excusez. C'était comme, c'est quoi cette expression-là? Si vous voulez continuer à fleurir sur notre passion aussi, ça serait très, Non, notre très apprécié. passion. Ah, pardon, oui, ok. Oui, venez sur notre Patreon et sur notre Discord. Mais pas mon patio, de toute façon, bonne chance. Il y a de la neige, là. Oui, il y a de la présentement. neige en tabarouette. Oui. Alors, Tabarouette. allez, en tabarouette, ouais, j'ai voulu dire toutes les sacres en même temps. C'est super. Là, il y a des Français qui sont comme « Tabarouette, j'ai jamais entendu! Oh, oh, oh. Je vais le noter dans mon petit glossaire des expressions québécoises. Oh, oh, oh. Les gens aiment ça quand je fais les accents français. Oui, Not! Donnez-nous 5 étoiles, s'il vous plaît, puis après... Ah ouais, putain de merde! Ah ouais, putain, on arrive sur Montréal! Alors oui, Les vous grands pouvez espaces! aller sur Patreon et nous encourager monétairement. Il y a différents stades et qui vous donnent différents avantages. On vous laisse aller découvrir ça sur Patreon et Catherine et moi, on va bientôt recommencer à faire du contenu bonus. Hey, c'est vrai, c'est quoi notre thème? Oh, écrivez-nous pour nous Écrivez-nous, suggérer un donnez-nous un thème! On aime ça travailler avec un thème. Oui. Pour nos épisodes bonus, on fait des cas internationaux. Alors, tout est permis, sauf Tous les coups sont le permis. meurtre de John Benet Ramsey, parce que ça, c'est trop triste. Puis c'est un petit peu trop complexe, ça. Mais c'est pas trop complexe. Non, mais c'est ça, c'est trop triste. C'est comme vraiment triste, mais c'est pas tant complexe. Effectivement. Non. Mais écoutez, donnez-nous des idées, donnez-nous des thèmes. Sachez qu'il y a déjà des trucs que j'aimerais bien faire, mais je vais vous écouter et je vais faire ce que vous voulez que je Ouais, fasse. absolument.
Avec un peu de chance, c'est ce que je veux faire. Mais là, avant... Diagramme Venn de tes intérêts et les intérêts des gens qui nous écoutent. J'espère que c'est comme un cercle et non 2 boobies. Moi, c'est comme 2 boobies, je pense. Les boobies de Lil' Kim. Oh mon Dieu! Oh, ça m'a rappelé le clip de Lady Marmelade, ça. Ils ont dû faire un corset custom pour ces Ils sont boobies dans 2 tellement fuseaux éloignés, horaires. là. Ouais, c'est ça. Ouf. Alors, avant de se laisser, on va se raconter une affaire niaiseuse Ouais. qu'on a vue avec nos yeux. On aime beaucoup ça, justement. Être plus décomplexé, puis être plus décontracté. Oui. Puis se remettre dans la bonne humeur. Avant de vous laisser. Oui. Qu'est-ce que tu vas me raconter aujourd'hui? C'est des films qui n'ont pas de style bon sens. Oh! Des films qui ont pas de style bon sens! Oui. J'aimerais remercier Benoît que vous avez pu écouter l'année passée. Non, c'est qui ça? Benoît! C'est une blague! Benoît! T'as oublié Benoît! C'est une blague! Je m'en rappelle! J'aimerais remercier Benoît qui a ramené ce film dans ma tête que ma tête avait essayé d'oublier. Oui, Comme un chat pousse une affaire en bas d'une table. oui. Et là, il me l'a remis dans la tête, puis j'ai fait comme « Ah, c'est ce petit film-là! C'est quoi? » Alors, j'aimerais te raconter les débuts directoriaux de Glenn Danzig, qui était Qui c'est ça? le premier chanteur des Misfits. Ah oui, ok. Et ensuite, il est devenu le chanteur de Samhain. Et ensuite, il est devenu le chanteur de Danzig. Aucune idée ce que sont ces choses et je n'ai jamais écouté les Misfits. Alors, oui, Catherine m'a dit tantôt, j'ai jamais écouté les Misfits. Non, je sais pas comment il sonne, Glenn Danzig. Et j'étais comme, imagine Elvis qui chante du punk. Et Catherine est encore plus dubitative. Je pense souvent à Elvis. Mais là, imagine-le, Voilà. mais Jusque- avec des... Statement. Je pense souvent à Elvis. Imagine-le Oui. comme full musclé, avec Ouais. les cheveux de Tommy Wiseau, puis un tatou de tête de mort. Puis Ça tout en ressemble pas à cuir Elvis, noir. ça, dans ma tête. Ok. Alors, oui, les débuts directoriaux de Glenn Danzig. Ok, qu'est-ce qu'il a fait? Ça s'appelle Verotica. C'est le mélange de violence et de erotica. Verotica. 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 Parce que avant Comment il y a... t'es censé savoir que le V, ça veut dire violence? Il y a juste une lettre du Je mot, ça sais. pourrait être C'est pas le Valérie. C'est pas le meilleur porte-manteau ever. Non, vraiment pas. Mais c'est parce que Glenn Danzig avait une collection de comic books Oui. de violence et d'érotisme qui s'appelait Verotic. Fait que là, c'est Verotica. Catherine est complètement dubitative. Je suis pas très impressionnée par la créativité du titre, puis ça augure mal pour ses débuts directoriaux, me semble. On parle d'un homme obsédé par des gros totons refaits, là. On va y donner une chance. Comme les totons de l'île Kim. Oui, des gros totons refaits. Petite Kim. Petite Kim avec des gros totons Petite refaits. Kim et gros totons. Voilà. Oui. Oui. Alors, le film, en Ouais. fait, se divise en 3 courts-métrages Ah, boy, Qui ça, c'est sont- bon, ça. qui sont reliés par une animatrice un peu à la Elvira ou Vampira, qui s'appelle... Oh my god, comment qu'elle s'appelle déjà? Maleficia... Non, en tout cas, nom très cliché de fille avec une perruque noire puis des gros totons refaits. Générateur de noms de vampires érotiques. Oui, exactement. Ok. Maleficia. Puis là, elle présente les films. Maleficia. Ma- Elle Alors, présente les films. oui. Dans ce film, il y a une animatrice qui présente les films. Non, mais c'est pas, c'est 3 courts-métrages qui font comme 1,90 minutes, fait que chaque dure comme 25 minutes. Mais c'est quoi le principe? Pourquoi? Pour avoir un fil conducteur. Pourquoi t'as pas fait une mini-série de 3 épisodes de 25 minutes de fucking Glenn Padontagos? Oh my god, laisse-le faire! Puis là, je tiens à dire qu'il y a des gens qui ont comparé ce film à The Room, et je trouve ça insultant pour The Room. C'est pour ça que tu parlais de Tommy Wiseau. Oui. You tear me apart, Lisa! Mais je vais juste vous raconter le premier des 3 courts-métrages parce que si un jour vous voulez faire une soirée de mauvais films avec vos amis, je vous le recommande comme moyen parce que le premier, vous allez vraiment rire puis faire un drinking game. Le deuxième, les cellulaires vont commencer à sortir. Puis le troisième, vous allez tous être en train de faire d'autres choses. Vous allez tous être en train de faire une compétition de genre Candy Crush en réseau, genre. Exactement. Nice. Parce que le Ça se troisième... met-tu, ça? Peut-être. Alors, le premier s'intitule L'araignée de Taget. Oui, c'est en français.
non, je sais pas pourquoi. Parce que ça a été filmé aux États-Unis avec des actrices américains. Et dans un Q&A, Danzig a dit comme « Oui, mes acteurs ont suivi pendant plusieurs mois des cours de diction avec un expert de la langue française pour faire un bon accent français. » Attends, tu me souviens, c'est en français, mais il parlait pas français? Ben, le film il est en anglais, mais tout le monde parle avec un accent français. Quoi? Puis il dit ça, puis I shit you not, the people that speak like this. Ah, c'est vraiment intéressant. Comme dirait le beau docteur anglophone dans Stat, quand on est un francophone qui fait semblant de parler comme un anglais. Exactement. OK. Mais non, il parle en anglais avec un accent français, il parle pas en français. Non, c'est ça, mais c'est bien weird comme idée. Puis là, c'est ça, Danzig a dit comme oui, mes acteurs ont passé comme 2 mois à apprendre la diction française. À l'école de diction Pierre Dufault. Voilà. Mais moi, je soupçonne que son prof de diction, c'était Tommy Wiseau avec un béret et une moustache. Ou son cast a juste regardé Ratatouille 2-3 fois. Ah! Alors, le court-métrage... Ratatouille. Le court-métrage commence sur une scène de blowjob. Ouais. Comme tout bon film qui se respecte. L'érotica. Exactement. Ouais. Mais là, le monsieur demande à sa partenaire de lui montrer ses boobies. Bien Okay. là... C'était une scène de blowjob où tout le monde était bien? Oui. OK. Moi, c'est intéressant. Comme ça fonctionne. Moi, j'aime avoir un col roulé quand je fais un blowjob. Moi, j'aime avoir Puis mon une tuque. kit de neige. Ah, ça, c'est bon. C'est une cagoule? Oui. Voilà. Comme ça... Ah, mais ça serait kinky. Comme ça, si on change d'idée puis qu'on veut aller au Igloo Fest, on peut. Oui. Le Igloo Fest. Alors, en passant, je peux vous décrire nos 2 comédiens. Oui. Monsieur a l'air de chanter dans Creed. Nice. Et Madame a l'air de Nicki Minaj, mais blanche. Oh boy, OK. En passant, tout le monde qui joue là-dedans est un actrice du domaine de l'entertainment pour les adultes. Ah, comme Ron Jeremy? Exact, oui. Nice. Alors, le niveau d'acting est à peu près là. Hey! C'est des très bons acteurs, les actrices porno, voyons Ils se donc! donnent! Vraiment, littéralement. Alors, monsieur demande à madame de lui montrer ses boobies. Nice. Et madame ne veut pas montrer ses boobies. Non. Elle est comme, no, I cannot show you, no. Non! Puis il est comme, please show me! Puis elle est comme, non! Please show me the breast, ça! Puis là, finalement, il finit par y enlever son top parce que, comme, le consentement, c'est pas grave. Et là, on apprend que la raison pour laquelle elle voulait pas montrer ses seins, c'est parce qu'à la place de ses mamelons, elle a des yeux. OK. Puis là, le monsieur est comme, non, that's disgusting, non! Puis il s'en va. Est-ce que c'est les yeux qui voient? Oui. Ben comme, il cligne, là, puis c'est comme, c'est des yeux. Ah, ça, c'est comme la folie des vagins avec des dents. Oui, mais là, c'est des totons avec des yeux. Oh, j'aime ça. C'est des boobies. Oh! Mais là, le monsieur, il s'en va parce qu'il est comme « No, disgusting, no! The teeth, they're looking at me! » Yes! Puis la madame lui dit « You asked for it, you son of a bitch! » Puis elle est comme « No, don't leave, no! » I want to give you a blowjob! Dans le film, on dirait que Danzig sait pas qu'il faut que tu calls cut. Parce que toutes les scènes durent de 10 à 15 secondes trop long. Fait que les acteurs sont comme juste, ils disent leur ligne, puis après, ils sont juste comme là, à rien faire. Ouais. Fait que il y a quelqu'un qui s'est amusé sur YouTube à mettre la musique de Wii Sport. Tu vois que les acteurs sont juste là, à pas savoir quoi faire. Non, la musique régulière de Wii. C'était bien drôle. Fait que là, Tajette, son amie, elle arrive, puis là... Attends, c'est qui Tajette? C'est la fille avec les totons avec des yeux. Ah, ok, l'araignée de Tajette. Oui, exactement. Ben moi, je pensais que ses boobies allaient être des araignées, là. C'est comme j'aurais aimé ça, là. Mais là, son amie, elle arrive, c'est Babette. Puis là, Babette, elle arrive. Babette et Tajette? Oui. Ok, ça, c'est aussi quelqu'un qui connaît pas les noms francophones. Ouais. Là, elle arrive, puis elle est dans un salon, tu sais, puis là, Babette, elle arrive, puis elle se passe la tête dans le salon, puis elle regarde comme « Oh! » Comme si moi, présentement, j'étais comme « Catherine, t'es où? Ah? » Puis là, elle la voit, puis elle est comme « Ah, Tajette, my darling, why are you crying? » Puis là, comme « It happened again, Babette! He saw my boobies and he left! » Puis là, t'es comme « Ah! No!
Don't cry over him! You're better without him! Là, t'es comme... C'est excellent. Puis là, C'est elle excellent. pleure. Oui. Mais là, ses seins aussi, ils pleurent. Oh non! Puis là, il y a une larme de ses seins Oui. que, à côté... Puis là, je comprends pas, elle est supposée d'être où, Ouais. la rose, mais il y a une rose, puis il y a Ouais. une araignée albinos dessus, mais je pense que l'araignée est albinos parce qu'il avait pas fini de mettre le skin sur le modèle 3D. Parce qu'il y avait pas assez d'argent, puis je pense que le gars qui faisait comme l'araignée 3D était comme « Ouais, ce sera pas long, je vais juste comme loader le skin. » Ouais. Puis Danzig était comme « Non, 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 on a commandé de la pizza, puis là, on a plus d'argent, fait Ouais, qu'on va la ok. prendre comme ça. » Qu'est-ce qu'elle fait l'araignée avec les boobies, là? Ben les là- larmes de boobies. Là, il y a une lame de Bobby qui Ouais. tombe sur l'araignée. Mhm. Puis là, l'araignée, elle devient un monstre dans la vie. Comme un gros Ah. monstre. Comme dans Mortal Kombat, le bonhomme avec plein de bras. OK. Puis là, il est comme là, mais il est pas là. Il est... Parce qu'on comprend que c'est dans les rêves de Tajette. C'est pas comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, elle dort, mais dans ses rêves, elle pleure, puis elle pleure sur une araignée qui devient comme un homme araignée. Pardon. C'est... Inquiétez-vous pas si vous suivez pas, moi aussi j'ai de la misère à suivre. OK. Puis moi, dans une autre vie, j'ai étudié en maquillage d'effets spéciaux et je peux vous dire que les effets spéciaux, c'est vraiment de la chenoute Mais c'est- parce que Très Vérotica comme concept. les prothèses sont comme pas scellées. Fait que, comme, à un moment donné, on voit le monsieur comme debout en avant de la caméra, puis on voit que les prothèses sont comme déchirées autour de son crotch. Fait que je pense qu'il a voulu aller aux toilettes puis qu'il n'y arrivait pas, puis qu'il a comme déchiré le costume pour pouvoir aller aux toilettes. C'est ma théorie. Oh my god, OK. Et là, Ça il me fait dit- regretter d'avoir des yeux, cette histoire. Et là, Des il oreilles dit pour que entendre. il va tuer tout le monde. Ouais. Puis là, il va tuer la coloc de Tajette. Il va tuer Babette. Ça, c'est l'araignée Oui, dans les rêves. oui. Fait que c'est devenu un cauchemar sur la rue Elm. Ouais, genre, OK. Fait que c'est dans les rêves. Est-ce Mais que, dans la est-ce que vraie vie. l'araignée va tuer dans la vraie vie? oui. OK. Parfait. Mais dans les rêves. Oui. Je m'excuse, gang. Mais là, Non, c'est correct. Que ma fièvre est en train de revenir. Puis ça rend ça encore plus bad trippant, c'est pour ça. Tajette Ah, oui. se réveille, puis là, elle voit Babette, puis je te jure, c'est ça sa réaction. Non! 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 C'était excellent, oui. C'est excellent. OK. Toutes les Oscars. Puis là, Puis là, le elle monstre comprend. a mangé Babette? Non, non, il l'a pendu au plafond. Ah, OK. Mais là, elle se rend compte que c'est dans ses rêves. Fait qu'elle se dit, il faut que je reste réveillée. Fait qu'elle se dit, je vais aller au cinéma. Mais là, elle se trompe, puis elle va dans un cinéma pour adultes. Un cinéma pour dormir. Un cinéma où est-ce que c'est un film de foufoune. Oh non! Puis là, elle s'endort, puis elle se fait comme sauter dessus par tous les messieurs. Fait que tu sais que le film a été dirigé par un monsieur, parce que quand elle se réveille, elle fait juste comme « Oh, stop bothering me! » Vraiment très unbothered. Ouais. Puis là, c'est super le fun, parce qu'il y a un plan large. Ouais. Puis tu vois que le projecteur de la salle de cinéma, c'est une lampe de poche en avant d'un ventilateur. Mais il est... Elle a-tu des yeux sur ses boobs dans la vraie vie? Oui. Oui. Ben oui, parce que le gars, il se sauve. Mais c'est pas juste dans... Mais c'était pas dans son rêve, ça? Je suis comme... Tu sais, des fois, tu pitches des choses à quelqu'un, puis la personne est comme, OK, Mais c'est comme- intéressant, mais comme il y a peut-être des petites affaires que tu devrais fine-tune un petit peu, puis là, Ouais. je pense que lui, il a juste comme skippé cette étape-là. Mais là, elle était dans le cinéma, puis il y a plein de monde qui se pitch sur elle, mais ont-tu vu ses boobs avec des yeux? Non, C'est ils ça, n'ont ma pas eu le question. temps parce qu'elle s'est réveillée avant. Ah, pardon! Puis là, il y a une scène digne de dans The Room quand il va acheter des fleurs, puis qu'il rentre, puis comme, Hello, I would like to buy roses. OK, bye-bye! Oui. Là, elle va dans un café, parce qu'elle est comme, Oh, I need coffee to keep me awake. Puis là, elle va dans un café. Puis là, il y a déjà une tasse en avant d'elle. Mais Babette, es-tu morte, là? Oui, Babette est morte. OK. Mais ça, c'était dans la vraie vie. Oui. OK, je comprends rien. Parfait. Puis là, elle s'assoit. Puis là, le serveur, il dit comme « Madame, we are closing. Do you want a coffee? » Puis elle est comme « No, it's fine, I'm leaving. » Puis elle s'en va. Puis j'étais comme « C'est quoi cette petite continuité-là? » Mais là, Tajette, elle comprend que la seule manière de se débarrasser de l'araignée méchante, c'est de se suicider. Fait qu'elle décide de prendre Quoi? des somnifères pour se suicider chez elle. Mais si elle prend des somnifères, elle va s'endormir pour toujours. Mais- Fait qu'elle va être dans ses rêves avec le monstre en araignée pour toujours. Ouais, mais là, lui, il sera plus... Je sais... Moi aussi, je comprends pas le scénario. J'ai trop de questions. Mais là, elle prend des somnifères. Ouais. Puis là, l'araignée est chez elle, puis elle est comme « No, don't do that, no! » Puis là, la police, elle arrive. Je sais pas pourquoi la police, elle arrive, by the way. Je sais Ouais, pas. ouais. Puis là, la police arrive, mais là, la porte est barrée. Puis là, ils sont comme « Ah, we have to décalisser la porte. » Puis là, ils ont Ah oui. un bélier. Oui, bien Mais sûr, toujours.
tu sais, le budget était très limité. Alors, ils peuvent pas défoncer le set, parce que je crois que c'est le même set qui a servi pour comme le deuxième court-métrage. Puis, fait que là, le policier, il prend comme un gros élan, puis il fait « pouk Ah, ouais. » Sur la porte, il fait juste comme un petit « pouk ». Puis là, ça coupe à l'autre plan où est-ce que la porte s'ouvre à la volée. Non, il fait comme 3 fois, il fait comme « pouk, pouk ». Puis là, après, la porte, elle s'ouvre comme « ah ». Puis là, le monsieur qui prend comme un gros élan, puis qui fait comme « pouk ». C'est moi, quand que je pense que mon chum, il a pas fait quelque chose que j'avais demandé de faire, mais finalement, il l'a fait. Fait que je suis comme « t'as pas sorti Léo? » Oui, tu l'as fait, ok, bye. Puis là, il rentre. Puis là, l'araignée est comme debout, avec comme ses 8 bras dans les airs, puis il est comme « ah ». Puis les policiers sont comme « let go of her neck ». Puis je suis comme « couché à terre, de quoi tu parles? » Puis là, l'araignée est comme « non, non ». Puis là, il tire dessus. Puis là, l'araignée, elle meurt. Mais là, Tajette, quand elle s'est couchée à terre, son top, il a comme relevé. Fait qu'on voit ses seins avec des yeux qui pleurent. Puis là, la police, ils regardent, puis ils sont comme « oh my god, look at her boobs. It's so weird. She's got eyes for boobs. » Puis ça finit comme ça. OK. C'est comme Inception. Ouais. Où tu te demandes si c'est un rêve ou non. Ben moi, je regardais ça, puis j'étais comme « j'ai-tu accidentellement fait du moche? » Puis, t'avais-tu accidentellement pas du moche? Non. D'habitude, on s'en rend compte. Ouais. OK. Puis, il n'y a pas de musique dans le film. Ben Fait non, mais ça sert à quoi, la musique? il y a même un des courts-métrages que t'entends le monde sur le set parler. Non, c'est bon, ça. Comme, t'entends vraiment les gens en arrière faire comme « ok, fait que la caméra, tantôt, il va falloir qu'on la mette. Que, ouais. Puis si vous êtes curieux, le deuxième film, c'est l'histoire d'une danseuse exotique qui vole le visage des gens. Nice! Et le troisième film, c'est l'histoire de Elisabeth Bathory. Oui. Mais c'est vraiment juste une fille qui se promène à cheval, puis qui tue des gens, puis qui se roule dans leur sang pendant comme 25 minutes. Ouais. Ben, faudrait au moins qu'elle soit tout nue, sinon c'est pas Vérotica. C'est juste ça, pendant 25 minutes. Ben, c'est excellent, ça. Que voilà, film que je ne vous recommande pas. Peut-être pour une soirée entre amis où est-ce que vous riez, mais vous allez décrocher quand même vite. Mais pourquoi? Mais vous pouvez le faire, je suis pas votre mère. Pourquoi ça existe, ce film-là? Parce qu'il y a des monsieur cochons qui ont de l'argent. Ah oui, parfait. Mais moi, j'aimerais plus de films de Madame Cochonne qui ont de l'argent. Ouais. Ou est-ce que c'est comme ça? Comme la femme de Aaron Taylor-Johnson. Non! Non, pas un autre 50 Shades. Mais t'imagines-tu ce scénario-là? Mais c'est un gars, sur ses testicules, il y a des yeux. C'est les yeux de ses testicules qui pleurent. Sur, genre... C'est pas une bébête cute. Une coccinelle. Oh, une coccinelle! Un mille-pattes! Savais-tu que les mille-pattes ont en fait 750 pattes, mais le plus gros mille-pattes qui a été trouvé et qui a été répertorié en 2021 était en Australie, parce que l'Australie, c'est terrible. Il y avait 1300 pattes. Oh! Merci. C'est mon fun fact sur les mille-pattes. C'est ça que ça sert à regarder des documentaires d'insectes avec mes enfants. Ah! C'est incroyable. C'est mieux que de regarder des films faits par des vieux monsieur cochons. Ben, c'est quand même très intéressant. Shout out à la série. Il y a une série de documentaires du National Geographic sur Disney+, Ouh là là. qui s'appelle A Real Bug's Life. Oh. C'est adorable. Sérieux. Oh. C'est des documentaires sur des vrais bébites. Oh, ben regardez les documentaires sur les vrais bébites, puis pas les films de monsieur cochon. Non, mais j'aurais aimé ça, mon affaire avec. Mais pas dirigé par Sam Taylor-Johnson. Non. Non. Bouh. Et les yeux sur les testicules. Les yeux sur les testicules. Ce serait très bon. Ce serait vraiment excellent. Ah là là. Mais OK. non, c'est ça. Puis je me rappelle que quand le film il était sorti, il y a eu comme un very limited run dans les ouais, dans parce les qu'il cinémas. est fucking épouvantable. Ouais, Bon, mais c'est c'était pas mal juste pendant les festivals de cinéma comme d'horreur puis de série B. Le cinéma pas bon? Ouais. OK. Puis je me rappelle, il y avait eu comme un thread sur Reddit, puis il y a quelqu'un qui était comme il avait été comme assistant de plateau pour le deuxième court-métrage où est-ce qu'il y a comme plein de scènes qui se passent dans un club de striptease. Bien sûr. Puis il dit fallait comme que l'assistant nudge Danzig pour lui rappeler de crier cut. Ouais. Parce qu'il faisait juste regarder les filles. Puis avant qu'ils partent la cam aussi, il s'assurait que toutes les filles, que leur corde de G-string était comme parfaitement égale. C'est très important. Très important. Continuité. C'était la seule continuité dans ce film. La hauteur des cordes de G-string. OK. Que voilà. Vérotica. Là, tu viens de me mettre plein d'images étranges. C'est ça. C'est pas un beau monsieur. Faut que t'aies une corde de G-string qui remonte quand même haut, parce que sinon, ça va être curvé sur le haut de tes fesses. Mais... Si le moindrement que t'as des fesses. Fait que tu sais, c'est quelqu'un qui a été comme très populaire dans les années 80. Fait que pour lui, la hauteur de G-string, c'est quasiment sur tes côtes, là. Ah oui, OK, ben ça, c'est correct. Tu sais.
Ouais. Comme dans le clip Girls de Motley Crue. Je sais pas. Alors voilà. Non. Ne regardez pas ça. Ou regardez-le. Faites donc ce que vous voulez. L'autre jour, je parlais de Motley Crue à mon chum, puis je disais, tu sais, le chanteur de Motley Crue, Vince McNeil, puis il était comme, c'est juste Vince Neil, son nom, il y a pas de mec. T'étais comme, non, il était écossais! Mais ça, ouais! Je pensais qu'il était écossais, mais c'était pas ça son nom, finalement. Peut-être que j'ai dit complètement un nom qui a pas rapport à tout. C'est le même qui s'appelle le chanteur de Motley Crue? Ah oui, c'est Vince Neil. Vince Neil, c'est ça. Moi, j'avais inventé qu'il s'appelait McNeil. Écoute, c'était peut-être à cause de Vince McMahon. Ben, c'est ça que mon chum a dit. J'étais comme, non, je parlais pas de la lutte, je parlais de Motley Crue. En même temps, c'est dans le même domaine. Ben oui. Alors, merci tout le monde d'avoir été des nôtres. Merci. On vous revoit dans 2 semaines pour des histoires de crime et de café. Tout. Tout. Tout.